What's up tout le monde? C'est Roxane Bruno. Merci d'être encore là, fidèle au poste pour le podcast On parle pour parler. Cette semaine, vous allez voir, on parle pour parler, mais moi, je parle quasiment pas parce que je suis vraiment intimidée par la personne que je reçois cette semaine. C'est Martin Cloutier, du duo Dominique et Martin, le Morning Man chez C'est quoi. Pour moi, c'est un monument. C'est quelqu'un qui, first of all, les premières fois que je le rencontrais, j'étais vraiment starstruck parce que je me rappelle de moi devant ma TV qui écoute du Dominique et Martin. Et lui, il a fait ma mise en scène plus tôt dans l'année. En fait, c'était en 2018 il a fait ma mise en scène du spectacle Dysphorie. Et aujourd'hui, il m'a fait l'honneur de venir sur mon podcast. Vous comprenez pas. Le podcast se résume à lui qui parle de choses intéressantes et moi qui est comme ça. Ah oui, c'est très intéressant. Pour vrai, ce gars-là, ça même pas... Je soupçonne ce gars-là de pas dormir. Il fait des choses le soir. Il est morning man à C'est quoi le matin, puis entre-temps, il s'instruit sur tout et n'importe quoi. C'est ça qu'il fait. Fait que c'est un long podcast. Je vais essayer de rapetisser ça le plus possible, mais pour vrai, on a jasé quasiment 2 heures. Je l'aime d'amour. Merci, Martin, de m'avoir fait l'honneur de venir sur mon podcast. Même qu'il m'a dit qu'il y a plein de trucs qu'il a dit ici aujourd'hui qu'il n'avait jamais dit nulle part avant. Fait que moi, j'ai des exclusivités, man. C'est fucked up. Avant de vous envoyer au podcast, je veux remercier Martin Bilodeau et Carrefour 4640. Merci les chums, c'est grâce à vous que je peux me promener partout à travers le Québec. J'apprécie énormément. Je veux remercier vous, mes cocos, d'être là en aussi grand nombre, de me suivre parmi tous mes projets. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est d'aller sur le Patreon. Vous allez voir, il y a trois catégories. Il y a mes petits cocos, mes œufs à coque puis mes tournées pas pétées. Si vous êtes un petit coco, vous entendez ma voix suave. Et si vous êtes les 2 autres catégories, vous me voyez à la face. Merci d'être là. Merci d'encourager le podcast. Je vous envoie ça tout de suite. Martin Bilodeau, grosse discussion. Merci les chums. On se voit dans une prochaine capsule. C'est drôle parce que ça fait une demi-heure que je t'appelais Martin Bilodeau comme une conne à cause que la commandite que je plug au début du vidéo, c'est Martin Bilodeau, Carrefour 4640. Fait que lui, il était comme... Tu sais que c'est Martin Cloutier qui s'en vient là. Si ça te fait du bien, appelle-moi Martin Bilodeau. Je vais répondre quand même pour aujourd'hui. On est avec Martin Cloutier, mesdames et messieurs. Bon applaudissements. Yes, sir. Je t'explique le concept. Il existe. Fait que si tu peux leur parler, ils sont là. Oui, exactement. Toi, ta cam, c'est celle-là. On n'est pas live. Non, on n'est pas live. Je te l'aurais dit. Et moi, du live, oublie ça. J'ai ben trop peur de dire l'affaire qui me planterait à tout jamais. Fait que je fais du montage là-dedans. Si tu dis quelque chose, whatever. Mais dans le fond, toi, t'es morning man, je sais quoi. T'es habitué d'être live. Je suis habitué d'être live. Je suis habitué de dire des choses des fois. Je fais comme, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais pas tant. Pas tant. J'ai quand même une latitude que je peux aller assez loin quand même dans mes prises de position, mettons. Là. Il y a des fois que j'étais vraiment fâché puis j'avais une capacité d'indignation au-dessus de la moyenne, mettons. Je l'ai encore, c'est un petit peu moins fréquent maintenant, mais on me permet cette latitude-là. J'en ai peut-être abusé des fois. Il y a des fois, je suis parti et j'ai fait comme j'ai peut-être été rough. Ça m'est déjà arrivé d'arriver chez vous faire... Ça m'est déjà arrivé d'être 2 jours mal à l'aise avec une sortie que j'avais faite. Je nommerai pas la ministre en question, mais j'étais vraiment rentré dedans, mal sale, puis j'étais fâché, puis je trouvais ça... je vais le dire, c'était Mélanie Joly. J'avais vraiment fait une sortie contre elle quand la première fois quand il y avait été question de Netflix, puis que les grandes entreprises américaines Internet ne payaient pas leur taxe ou leur impôt, ou de l'impôt ici ou tout ça. C'est quelque chose qui me révolte beaucoup parce que toi comme moi, on est des artistes, on est des générateurs, des créateurs de contenu. Aujourd'hui, on est Instagram, Facebook, vous pouvez tout voir ça, puis c'est correct. Mais en même temps, ces grandes compagnies-là, ils drainent une partie de leur... Pas une partie, tous leurs revenus s'en vont d'ici. Ouais, et nous, quand on fait ça, on se tire un peu dans le pied par ricochet. Moi, qui travaille à la radio, qui vend de la publicité comme les journaux, comme la télé, ben quand une compagnie comme Facebook fait de l'annonce, ben le profit de cette annonce-là, ça ne va pas dans une agence au Canada ou au Québec, ça s'en va aux États-Unis, voire dans des paradis fiscaux. Fait que moi, j'avais fait une sortie un peu dure vis-à-vis la ministre à l'époque, puis tout ça.
c'est moi qui filais mal avec ça. Jamais personne m'a dit t'es allé un petit peu loin ou quoi que ce soit. Non, t'as jamais vraiment eu de scandale. Non, toi, non, là. non, non, non. Jamais... J'essaie de... Je suis rarement sur la ligne, en fait. Tu comprends-tu? Ouais. Je comprends bien la ligne et où. On nous l'explique, d'ailleurs. Quand j'ai commencé à faire la radio, il y a des avocats qui nous ont rencontrés. Pour vrai? Puis il y a des choses que tu peux pas dire, il y a des choses que tu peux pas... des fois, Ça fait combien de temps que t'es Morning Man à ce point? c'est ma 7e saison là, que je fais le matin. J'avais fait l'année d'avant, virtuellement une année quand même. C'est l'année où j'avais remplacé Ian England, son année aux Oscars. Enfin, ce qui fait qu'à partir de la mi-janvier jusqu'à la fin mars, ou à peu près, il a très peu été là, parce que c'était les Oscars à la fin février. Puis avec d'autres festivals avant, tout ça, ce qui faisait que j'ai presque fait une année complète avec Billy, puis Yann, Kim et Billy, j'étais presque Yann cette année-là. T'sais. J'exagère à peine. Puis à la fin de cette année-là, Yann s'est rendu compte qu'il y en avait trop sur la planche. Puis c'était une carrière internationale. Là, quand tu commences à te promener à Los Angeles, puis dans des festivals de cinéma partout, à travers le monde, moi, ça m'a ouvert. Ça. Fait que j'ai fait cette année-là. T'avais jamais vraiment fait de radio avant? J'en avais fait avant. On avait remplacé Grande Gueule dans le temps à Énergie. Moi, là, en fait, là, ça fait depuis 1992 que je suis dans ce métier-là. En 1994, j'ai commencé à faire de la radio en remplacement. 1992, je suis né en 91. Mais donc, en 26 ans, mettons 27 ans dans ce métier-là, j'ai eu peut-être 25 ans de radio à temps partiel ou à temps plein, mettons un petit peu plus. Mais j'en ai toujours fait un petit peu. J'ai toujours su... le jour, moi je me souviens, c'était en juin 93, je m'en allais annoncer la tournée de l'École de l'humour à Simo 106 à Sherbrooke. Écoute, c'était à Rock Forest dans le temps. Et je débarque dans le studio. La personne qui m'avait ouvert la porte, c'est Joanne Cloutier, qui a été ma directrice des programmes à Énergie à Montréal par la suite et à C'est quoi. C'est elle qui m'a fait rentrer à C'est quoi au départ. Puis elle, en 93, m'avait ouvert la porte, puis elle a aucune idée la porte qu'elle a ouverte quand elle a fait ça. Moi, je suis rentré en studio le matin, puis j'ai fait comme... C'est ça que je veux faire. Quand je suis rentré dans le studio, je voyais la dynamique entre l'équipe du matin là-bas. Moi qui ai grandi sur une ferme, je dis c'est ça que je veux faire à ce moment-ci de la journée. Ça m'a vraiment frappé. Je commençais comme humoriste, là. J'avais rien de fait en fait, mais je me disais un jour, je rêve de faire ça. Pendant 15 ans, ça a été vraiment mon rêve. Avoué de faire de la radio à temps plein, puis le morning show. Depuis 7 ans, je réalise vraiment un gros trip de faire ça. Mettons, c'est cave, là, mais mettons que tu as le choix entre continuer de faire de la tournée, faire des shows, ou de choisir la radio. Parce que là, tu combines les deux, c'est assez intense. Moi, je me suis couché un peu tard hier, puis un matin, il fallait que je me lève pour une répétition. Regarde, je dormais là, avant de m'en venir ici, là, il y a une demi-heure. Je fais ma sieste à chaque jour, j'ai pas le choix parce que je passerai pas à travers J'ai un petit peu moins de show cet automne. On est en fin de tournée, moi puis Dominique, ce qui me sauve un peu la vie. D'habitude, à ce temps-ci, novembre, décembre arrive, on dirait que là, la noirceur s'en va au pire. Là, là. Après ça, tu passes les... Ah non, puis... Je viens que j'ai faim d'un doigt, là, tu sais, tu viens que des fringales puis des affaires de même, puis t'es peut-être trop jeune encore pour vivre ça, mais effectivement, l'exercice de faire de la tournée puis de combiner ça avec le morning show, il n'y a personne qui fait ça, là. Je dis, c'est complètement absurde. C'est fou. Mais fais-moi pas choisir. Je peux pas choisir. Je peux pas choisir. Si j'en choisis un, je vais le tromper avec l'autre. C'est sûr. C'est sûr que je pourrais jamais ne plus monter sur une scène, comme je pourrais pas non plus ne plus jamais faire de radio, tu sais. Mais les deux en même temps, à cette intensité-là, je pense pas que je vais faire ça 10 ans encore. Non, c'est sûr que mais je pense qu'à un moment donné, la tournée, et moi comme Dominique, ça fait longtemps qu'on en fait, là, ça fait 25 ans qu'on fait le Québec au complet. Je fais encore 65 000 km par année. Là, aller faire des shows partout puis voir le public, j'adore ça. Vous avez à peu près combien de dates par année, vous autres? Ça dépend. Nous autres, c'est jamais énormément, mais quand même... quand on part une tournée, mettons, je te dirais de 80 à 100 dates la première année. Mais là, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais il y a des humoristes qui virent 200 shows par année. Mettons, pas nous. Mais on a toujours fait ça. Puis on descend les petites années, vraiment 50, 60 shows. Mettons, un par semaine à peu près, là, en moyenne. Ça, c'est nos plus petites. Même des années de transition, des fois, entre deux. Comme là, j'ai moins de shows cet automne, mais si je fais le total à la fin de l'année, je vais quand même avoir fait autour de 50, 60 dates quand même. Ce qui est énorme avec la radio le matin. Oui, puis non. Là, tu vois, là, j'ai un break. Moi, je demeure à l'Assomption, OK? Ça arrive nord, à 20 minutes de chez vous. Mais quand... c'est fou, pareil. 19 minutes. Mais moi, je vais faire un show à Trois-Rivières. C'est pas loin pour moi. Moi, je suis tellement habitué de faire de la route depuis longtemps. J'ai un frère camionneur. Puis à un moment donné, il y avait une commission à aller faire à Québec
de Louisville à Québec, d'où je viens, à Mauricie. Et ma mère capotait, tu sais, puis elle dit « Voyons donc, tu t'en iras pas à Québec aujourd'hui puis revenir tantôt. » Il dit « Ben oui. » Mais il dit « C'est comme aller au dépanneur pour moi. Quand tu fais de la route, là, non, faire Louisville-Québec, c'est 2 heures, c'est 4 heures aller-retour. Moi, Lui, avant de faire de la tournée, aller à Québec, je trouvais ça impressionnant. c'était le bout du monde. Là, puis... Ah, mon Dieu. Là, je m'en vais à Sept-Îles là, pour 2 shows, puis je suis comme, regarde, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Puis effectivement, on dirait que le rapport avec la distance change complètement. Là. On vient comme, OK. Fait que moi, partir puis finir une run de show au Lac-Saint-Jean puis revenir dormir à la maison, on fait tout le temps ça, moi puis Dominique, là. On revient le soir, tu sais. On n'est pas très... Moi, c'est sûr que là, il y a l'espèce d'optique de la gang. Là. Vous deux, vous êtes comme, OK, nous, on y va. Ouais. Mais moi, il y a le DT, il y a le bassiste, il y a la drummeuse. S'il y a quelqu'un qui fait, ouais, moi, j'irai me coucher à l'hôtel, on va aller se coucher à l'hôtel. T'sais. Je comprends ça, puis on n'est pas dans la même situation. Nos techniciens sont à part de nous autres. On est rarement dans les mêmes véhicules parce que nous, quand on part... Moi, en tout cas, avec la radio, souvent, je vais partir m'aller faire... Je suis allé faire des shows en Abitibi au début novembre. Je te dire comment j'ai dormi, là, ça devient une cure de sommeil pour moi. Là. Moi, pour vrai, après un show, je suis sorti une fois en 25 ans de carrière, peux-tu croire? Après un show, sors pas, moi non plus. Après un show, le monde peut penser que les humoristes, bang, bang, on est sur la brosse. Je dis pas qu'il y en a pas qui le font, mais nous, moi puis Dominique, sincèrement, il y a une fois, il y a peut-être bien 5 ou 6 ans, on était à Amos, pour faire comme, OK, les boys, on va prendre une bière à soir. Écoute, je pense qu'il y a encore la face de même. De ce qui n'en revenait pas. Ça faisait 20 ans que je travaillais avec les gars. Bruno... Quand t'es croix, ils sont encore de même. Ils sont encore de même. Me niaisez-vous, puis écoute. Puis finalement, on a pris une bière, puis on est revenu. On a fait comme, my God. Mais moi, je peux juste pas y aller. Même si je voudrais... Mettons qu'on est en région, je m'en vais dans le bar populaire, j'aurais pas une belle soirée. Là, ben non, c'est ce qui nous est arrivé nous aussi. Fait que tu sors de là, puis... tu vas te reposer. Moi, j'en profite vraiment pour dormir maintenant. Paradoxalement, je me repose du morning show quand je vais faire de la tournée en région. Aviez-vous vraiment là, du monde qui était intense, là, genre avec vous autres? Il y a des fans qui... intenses, ouais, il y en a tout le temps. Très, très intenses, non. Il y en a des fois... très sincèrement, on est chanceux, moi puis Dominique, mais je pense que tu vis un peu le même phénomène. Quand on est un artiste... Moi, je suis un artiste populaire qui s'assume. Tu comprends-tu? Moi, ce que je fais, j'ai pas la prétention avec notre humour, ni moi ni Dominique, de changer le monde, de dénoncer. Il y en a qui le font bien. Nous, on veut faire rire. On veut que les gens passent un bon moment avec nous autres. Fait que quand on est souvent perçu comme le petit frère de la gang ou le body, fait qu'il n'y a pas de gens qui sont très, très insistants. Mais il y en a, on a une familiarité hors norme. Oui, c'est ça qui arrive. Le monde pense qu'ils font partie de la famille. Je fais partie de la famille. Toi, tu es dans la radio du monde tous les matins. Là. Exactement, tu as raison. Fait qu'il y a un effet de proximité que je comprends, que je bénis aussi. Là. Moi, j'aime ça, les choses comme ça. Mais j'ai pas, comme Kevin Parent, mettons, une fan que je me réveille et est au bout du lit. Là. Tu fais comme moi, oh my God, non. Non, mais moi, j'ai du monde qui retrouve mes hôtels et qui prennent des photos par les fenêtres et tout. Là. J'ai vu, je suis assez troublé de ça. Moi, j'ai vu Anthony Cavana, c'est un gars avec qui j'ai commencé à faire ce métier-là. Anthony avait comme 1 an ou 1 an et demi, 2 ans peut-être de plus vieux que nous autres dans le métier. Mais moi, j'ai fait des bars avec Anthony, là. Puis des shows que lui commençait à être connu. Moi, je n'étais pas du tout connu. Puis on faisait des gigs. Je l'ai vu il y a quelques années, un festival à Nantes. Lui arrive de Paris en TGV. Et il y a du monde devant l'hôtel où nous, on est descendus, qui entendent bien qu'on est Québécois, mais en Belgique, on n'est pas connus. Puis il fait comme, est-ce que vous connaissez Anthony Cavana? Je dis, ben oui, je le connais bien. Est-ce qu'il est arrivé? Il y avait des fans qui étaient là avant que lui-même arrive. Et on tournait dans une ruelle à Liège, puis il dit, on a 20 minutes pour tourner. Parce qu'il dit, après ça, ça se pourra pas. Le monde, ils vont savoir. Puis ça s'agglutinait. Puis là, vraiment, après 20 minutes, il dit, bon, là, c'est la limite, on pourra plus travailler dans 1 seconde. Oui, parce qu'en France, là, en Europe, c'est ça a intense, l'air que le monde plus sont intense, une coche, là. Une coche, puis une grosse coche. À part de ça, j'ai fait comme, mon Dieu, Tony, ça va pas bien, tu sais. Stéphane Rousseau aussi, ça a l'air que c'est assez la même chose. intense quand il allait là. La même chose, c'est des phénomènes... on n'a pas ça ici, là, heureusement. Mais comme tu dis, toi, des fois, ils vont arriver à l'hôtel. Là, moi, je ne suis jamais allé à ce point-là. Moi, j'ai reçu des fleurs à mon ancien appart. Là. Le monde, il me suivait après les spectacles. Il trouvait mon spot de parking, mettait des fleurs en dessous de mon char. Puis j'ai reçu un trophée à un moment donné d'un fan. J'ai reçu... Un trophée? Il a fait faire un trophée comme meilleur humoriste. Il y a vraiment 20 ans. Ah mon Dieu, ça, c'est vraiment cute. Là. C'est super cute, tout ça. Puis ils sont...
les gens sont hyper, comme je te le dis, c'est mes frères, mes sœurs. Je pourrais être le fils d'un paquet de monde qui vient voir mon show. Je pourrais être le mononcle d'un paquet d'autres qui viennent. Fait que il y a une belle proximité, mais des affaires déplacées rarement. T'sais. C'est vraiment des petits incidents. Quelqu'un qui regardait sa strap à l'épicerie, qu'est-ce que je mettais. T'sais. OK. Oh, Qui fait comment, mon Dieu, ça mange ça une vedette. Je vois, ça mange ça, puis laisse-les Une là. vedette. Ouais. Ça me gosse, me faire appeler vedette. Je le prends mal, en fait. Je trouve ça péjoratif de me faire appeler vedette. T'sais. Je trouve que ça fait autant vedette. Ça Ouais. fait je touche plus à terre puis je m'en crie. Ouais, J'ai non, la c'est tête ça. grosse de même. C'est un peu une insulte pour moi. J'aime pas ça, vedette. Non, Non plus. Comme non. j'aime pas dire fan. Non Je plus. suis pas mes fans. Ah, je remercie mes fans. Non. Je suis pas capable, le mot fan. C'est pour ça que j'ai essayé de leur trouver un nom, puis c'était Coco, parce que C'est ça. c'est je sais quoi que j'ai fini par trouver ce mot-là. Parce Ah que ouais? je me rappelle, vous m'avez tellement donné un push, vous autres, c'est quoi? Ça n'a aucun fucking bon sens. Mais t'es bonne, tu comprends-tu? C'est un échange de bons procédés. Moi, je me souviens, ce que tu nommes là, je l'ai vécu avec Patrice Lécuyer, moi, quand on a commencé en 99. Lui nous voit en 98, en fait, notre premier Juste pour rire. Lui est là. Puis il faisait des tournages dans le temps de coulisses de Juste pour rire, puis il nous voit exécuter une cascade qu'on nous avait demandé de faire. Il fallait que j'aille tirer du fusil à l'eau sur Pierre-Marc Johnson, l'ancien chef du PQ, qui était dans la salle ce soir-là. Ouais, c'était élevé quand même. Honnêtement, je me sentais un peu comme Lee Harvey Oswald, qui tire sur un politicien en plein public. Mais c'était plutôt weird. Mais lui, il nous avait vu faire notre gala. Puis en mars suivant, genre en juillet, le temps a passé. Puis quand on est arrivé avec notre nouveau show, il a dit « Moi, je veux ces gars-là. » Puis lui, il nous a vraiment parrainé à ce moment-là. Mais je pense que lui, il a vu qu'on avait la possibilité, la capacité de faire ce métier-là. La même chose que nous, on a vu en toi. Quand t'es arrivé, qu'on voit encore à part de ça. Tu sais, t'es venu la semaine passée, puis on parle de toi quand tu repars. On est touché par ta vie. Vous avez plugué mon podcast en ondes, je m'attendais zéro à ça. Là. Ah, tout le monde m'en parle après, là. Ils sont comme, Crème, ils ont plugué tes affaires, là, pas juste la toune, là. Mais on t'aime beaucoup, puis t'es attachante, puis il y a une forte résonance chez nos auditeurs aussi. Quand tu viens, nous autres, les fans de C'est quoi, les auditeurs de C'est quoi, Roxane Bruno, tu fais partie de la gang, tu comprends? Ah oui. T'es vraiment dans la gang, là, big time. Fait que quand t'es venu, il y avait beaucoup de réactions sur la messagerie texte. Et après, là, aussitôt qu'on t'évoque, quand t'étais là, en fait, t'es une des artistes qui fait le plus réagir présentement. Ah, c'est hot, je vais pleurer. Non, mais c'est vrai. C'est tellement Hey, moi, là, pour vrai, là, j'ai eu Jérôme, mettons, des Cowboys, qui est un ami, mettons, là, Jérôme Picard, ils viennent faire des chroniques dans notre show de radio de temps en temps. Ils ont lancé l'Amérique pleure dans notre show. Jérôme était là, puis là, on était là. Mon Dieu, je trouvais ça hot que le bassiste soit là, tu sais. Puis Jérôme était là, puis il y a eu des réactions. Mais quand tu viens, c'est le même genre de réaction, là. Toi puis les Cowboys, dans notre show, on a un gros a priori favorable, là, tu sais. C'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, les Cowboys, je l'ai croisé en plus, lui, à la 10, puis j'étais allé le voir, là, tout pogné. J'étais comme, je veux vraiment pas te déranger, mais juste te dire que c'est toi qui m'as donné envie de faire de la musique. Non, parce que ma mère, elle m'achetait ses albums, puis j'écoutais ça quand j'étais jeune. J'allais voir des shows d'eux autres, puis j'étais comme, oh my God, ils sont tellement bons. Fait que tu me dises ça, c'est vraiment fucké. Que tu me dises qu'il y a le même genre de réaction. Le même genre de réaction, puis fait que c'était naturel pour nous de... C'était avantageux aussi pour nous, tu comprends-tu? Oui, je comprends. On t'a utilisé, entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment un échange de bons procédés. Puis la radio, c'est ça. La radio, c'est un médium de proximité. C'est celui qui est le plus proche des gens, mine de rien. Un show, c'est proche, mais c'est anonyme. Mm-hmm. La radio, des fois, quand tu as un appel d'un auditeur qui te raconte une réalité plus touchante ou qui te raconte une rencontre qu'il y a eu avec Roxane Bruno ou je l'ai vu à son show l'autre jour, puis il y a quelque chose, il y a un échange précieux là-dedans. Mais tu sais, à cause que je suis sur les réseaux sociaux, souvent le monde me dit « Ah, toi, tu dois pas être pro-radio, tu dois pas être pro-télé. » Puis je le dis tout le temps, même tout le long du tapis rouge à la 10, je lui ai dit « C'est quoi, là? » Je dis, à la seconde où ils ont commencé à jouer « Je suis pas stressé », ça a fait un méga boom sur ma carrière. Là. C'est pas vrai que c'est juste l'Internet. Oui, l'Internet, ça a donné la première vague. Je pense que les deux se complètent. Ouais. Je pense que les deux se complètent. Ce que les gens comprennent pas tout le temps, c'est... Moi, je pense qu'il y a un pont à faire. Il y a une différence entre le monde virtuel puis le monde réel. Entre être connu sur Instagram ou YouTube ou des affaires de même. C'est pour ça que ça me fait un peu rire, les influenceurs, ces choses-là, parce que tu peux acquérir une certaine notoriété, mais il y a un pont à faire avec la réalité. Si tu sors jamais du virtuel, tu n'auras rien, tu ne gagneras pas ta vie dans le réel. Puis pour gagner ta vie dans le réel, il y a très peu d'humoristes, en fait, je te donne un exemple, qui monétisent leur puissante page Facebook. Moi, j'ai un ami, là, il y a 700 000 followers, Jeff Mercier, ou 500 000. Il dit, je mets un post que j'ai un show à vendre, il y a 6 likes.
Je mets un post que mon chien s'est fait frapper, il y a 2 millions de likes, tu comprends? Il y a d'autres choses qui intéressent ses fans à lui, et pourtant, on pourrait penser qu'il va remplir ses salles avec ça. Pas tant. Les gens ont besoin d'un pont avec la réalité. Puis quand ils donnent ce pont-là, là, ça a une influence. Ouais, c'est comme mes parents ou ma famille, à la seconde où ils m'ont vu dans la télévision, là, c'est devenu réel ce que je faisais. La télé, ça ennoblit. Ça donne vraiment... Les médias traditionnels donnent une bénédiction. Tu sais, Jonathan Roberge, la même chose. Jonathan Roberge avait un énorme succès Internet. Mais quand il a commencé à faire de la télé puis de la radio, c'est là que les affaires ont vraiment explosé pour lui. C'était malade, ça, ces capsules. C'était Fiston. Fiston et d'autres. Et une autre, tu sais, je me souviens pas du nom. C'était Joke de gars. Joke, des affaires de même. Effectivement. Il faisait les gros douchebags, là. Puis, écoute, lui, il avait un succès d'estime, mais c'est très difficile de gagner sa vie sur Internet au Québec. C'est vraiment, vraiment tough. Il y en a que c'est leur réalité, là. Des youtubeurs internationaux. Là, moi, je regarde mon gars, Zach, qui a 11 ans, puis lui, il me connaît pas. Là. C'est qui ton humoriste préféré? Là? Puis c'est François Bellefeuille, là. C'est pas moi. Là, puis il s'en sac. Là. Puis il me le dit d'en face, le petit tabaslac. Non, mais c'est correct. C'est correct, je respecte ça. Puis moi, je trouve ça trippant que lui, il y a quelque chose que je trouve triste parce que je me dis, il perd de sa culture d'origine, puis en même temps, il y a une ouverture sur le monde. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Il joue à Fortnite, là, puis il jase avec des petits gars de New York, là, puis de partout. Il y a tellement de youtubeurs français qui étaient rendus avec un accent français. Zachary, tu vas prendre ta douche? Si. Il me dit ça de même, je te le jure. Mais ma belle-fille aussi est tellement sur TikTok qu'elle a des expressions un peu... franchouillarde un peu. Mais français international, un peu comme les films traduits en français, là, pas trop français, mais juste comme la ligne, là, ça me fait rire. C'est très, très drôle. Mais c'est leur influence, puis c'est la réalité dans laquelle ils vont évoluer eux autres. Mais, comment je te dis, il y a une part de culture là-dedans, mais il y a une part de... On a un devoir, nous autres, bon, je veux quand même l'ancrer dans les valeurs au Québec, puis dans la réalité du Québec, mais je veux aussi l'ouvrir sur le reste du monde. Oui. Puis ça, c'est un chemin, c'est une autoroute, là, vraiment. Mais ce sera leur réalité. Toi, t'es plus jeune que moi, mettons. C'est une grande partie de ta réalité. Moi, je suis comme un espèce d'entre les deux. Ouais, mais la génération en arrière de toi, là, tiens-toi bien qu'eux autres, là, moi, Zach, là, à 2 ans, il drivait à tablette comme s'il avait toujours fait ça, là. Oui, en fin de semaine... Il était impressionnant. Il y avait une dextérité des gens, on dirait. Ouais, ils sont vraiment intenses, là, ils sont allumés. Ma belle-fille était là avec son amie. Dans le fond, c'est la fille de la meilleure amie à ma blonde. Puis il était ici en fin de semaine, puis on dit on veut jouer au podcast. Parfait, je les ai assis ici. J'ai parti la caméra, j'ai branché le micro, je les ai laissés 1 an et demi de temps dans le sol. Je suis revenue, j'ai dit OK, les filles, on éteint ça. Le lendemain, j'ai mis ça dans mon ordi, là. C'est 2 petites adultes. Ah ouais. Ces 2 petites adultes, ils font un podcast, puis ils parlent d'environnement, de politique, de danger des réseaux sociaux. Elle a 11 ans. Je pleurais devant l'ordi. J'étais comme, man, elle est donc bien allumée. Ils sont hyper allumés. J'étais en train de souper il y a 2 semaines, puis à un moment donné, mon gars, entre 2 bouchées, j'ai dit, sois là, tu fermes ta tablette, puis on mange à 3. Ma blonde, toi, puis moi. Tu sais, ta mère, toi, puis moi. Et là, on s'installe, puis à un moment donné, il prend une bouchée, puis il fait comme, le gars, il fait rien. Je dis, de quoi tu parles? Le gars, il fait rien. Ben, il dit, là, à part la laïcité, là, il a rien fait. C'est quand il a été élu, lui? Je dis, ben, ça fait 1 an, là, mettons, là, mais il n'a pas rien fait. En même temps, j'étais embêté un peu de dire, j'ai dit, OK, qui fait de quoi d'abord à tes yeux? Ben, il dit Trudeau. Trudeau, il est allé en Inde. Là, j'étais là, il me donnait des exemples. Écoute. Hey, c'est parce qu'il entend. Il entend. Il a 11 ans, pareil, comme ta petite puce. Puis là, il est hyper informé, il est hyper politisé. Il me reprend, moi, si je suis à la maison, je me brosse les dents, puis l'eau coule, là, je me fais ramasser, là. Puis il fait comme, qu'est-ce que tu fais là? Si je m'en vais sur l'autoroute, puis il se rend compte que je roule à 120, qu'est-ce que tu fais là? Mais vraiment, il me juge, là, mais... Ah, ben ouais. Mais les jeunes, on les blâme souvent, les jeunes, puis les jeunes de 20 ans, puis les jeunes de ton âge, les gars de mon âge, puis les filles de mon âge, des fois. Moi, la génération... Moi, je suis quoi? Un peu moi, plus je suis vieux, Y, là. moi? Moi, j'ai 50, là. Moi, je suis un X, là. Ben, moi, je suis Y. Ouais. Puis il y a Z en dessous de moi. Ouais, mais tu sais... Logiquement, là. On a tendance des fois à se compartimenter. Avez-vous parlé de Hockey Boomer, vous autres? À la radio? Très peu, parce que je trouve que c'est une façon de ne pas parler. T'sais. Moi, je suis un peu triste de ça, honnêtement. Ouais, c'est ça, moi, c'était ça mon discours. C'est une réplique qui... il est en train de se passer quelque chose qui est amplifié par les médias sociaux. Puis ce clivage-là entre les plus jeunes, puis les moins jeunes, puis ceux du milieu, puis ceux du côté, puis ceux du dessous, il y a quelque chose que je trouve malsain. Puis... C'est une guerre de génération comme il y en a toujours eu, mais moi, je trouve ça juste
irrespectueux et impoli. OK, boomer. Puis là, sur les réseaux sociaux, c'est juste ça que je vois. Là. Moi, je suis ultra connectée, puis je vois juste ça. Il n'y a même plus de débat. Il n'y a même plus Non, c'est juste OK, boomer. À toutes les sauces, à des gens qui sont même pas boomers. Ben non, puis moi, je te dirais que je me suis beaucoup prononcé dans le temps avec, en 2012, mettons, j'étais très intense sur Twitter, mettons, avec le printemps érable, puis tout ça, que je trouvais pompeux en partant en opposition au printemps arabe de l'année d'avant. Je trouvais ça une petite affaire forte. C'était fort le café, mettons, pour moi. Je n'étais pas toujours d'accord avec les positions des jeunes. On ne peut pas être contre la vertu, là. Mais moi, je vivais une réalité avec mon père qui avait besoin de soins. Puis j'étais confronté à... Puis moi, je voyais des jeunes neveux, nièces de 20 ans qui n'étaient pas dans la rue non plus. C'était pas tous les jeunes qui étaient dans la rue, malgré que j'avais une contradiction avec ça, ce mouvement-là. Je l'ai exprimé, je l'ai regretté parce que je me faisais ramasser. Puis je me rendais compte que, ben dans le fond, je ne peux pas être divergent. C'est tout ce que j'ai retrouvé le courage de mon opinion à la radio. Parce que sur les médias sociaux, il y a une espèce de... On parle souvent de chambre d'écho. Tu sais, tu dis, tes followers, mettons, sur Twitter, à force d'élaguer ceux qui disent pas comme toi, tu te retrouves avec du monde qui pense comme toi. Mais moi, je commence à penser que les médias sociaux, overall, sont une chambre d'écho pour la régénération qui dit aux autres, OK, boomer. Ça commence à être ça pas mal. Puis ça fait que, ben moi, je dis, hey, sortez de là. Ça, c'est une réalité, mais c'est pas la réalité. Puis les boomers n'ont pas tort en tout. Mais non! Puis les jeunes n'ont pas tort en tout non plus. J'en ai autant, mais parlez-vous plus que ça. Aimez-vous plus que ça. Moi, je trouve que ça manque beaucoup d'amour. Ben, ça manque d'amour, ça manque de respect. C'est comme il y a aussi des artistes, des jeunes artistes qui sont comme on s'en vient prendre votre place. Puis moi, dans ma tête, c'est les gens qui ont ouvert la porte pour nous. Tu sais, moi, j'ai fait une table ronde cet été avec Debbie Lynch White, Ariane Moffat. On parlait d'homosexualité, on parlait de femmes homosexuelles dans le domaine artistique. Puis moi, j'ai ressenti le besoin de dire merci à Ariane Moffat, tu sais. J'ai dit, toi, t'as ouvert une porte, puis grâce à toi, ça a été beaucoup plus facile pour moi, tu sais. Je comprends. Fait que moi, je me verrais mal faire, OK, boomer, les vieux sont tous dépassés, on est l'avenir, on a raison. Chris, on a des croûtes à manger. Tu sais, moi, j'étais assis avec toi, puis là, je parle pas, j'écoute, je m'abreuve, tu sais. Puis j'étais allée à Deux filles le matin, lundi, j'étais assis entre Ginette Renault puis Charles Lafortune, puis encore là, j'avais de la misère à parler. Chris, moi, j'étais encore jeune, j'apprends, c'ti. Fait que moi, ça me révolte, le kid de 16 ans qui est comme, OK, boomer. Tu sais, je suis comme, tais-toi, apprends, écoute. Je pense que j'ai l'humilité j'ai l'humilité quand je regarde mon gars, mettons, ou quand je te regarde toi. Tu sais, on a travaillé ensemble, Roxane, puis tu peux en témoigner. Je suis un gars qui sait je sais où aller. Je sais le chemin qu'il faut prendre pour arriver à un objectif, mettons, dans un show. Mais par exemple, la ride, tu peux attirer mon attention puis regarder des affaires en y allant. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu l'image que je fais? Ouais, c'est que je pense qu'on avait des objectifs scéniques à aller chercher avec toi. Le début de quelque chose. Juste pour vous mettre en contexte, Martin Cloutier a fait ma mise en scène de spectacle Dysphorie. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. C'est ça. Fait que j'ai donné des ordres. Mais je pense que ce qu'on vivait, il y avait quelque chose de respectueux là-dedans. Puis en même temps, j'étais dirigiste. Je te disais un peu quoi faire parce que je voyais que tout n'est pas exploration dans la vie. Puis tout n'est pas... À un moment donné, l'expérience d'un individu plus vieux, ça compte pour quelque chose. Ben oui, surtout que moi, c'est comme, oui, j'avais le talent, mais c'était brut, là. C'était une garnotte sur une scène, puis tu m'as appris à juste comme ouvrir les yeux en chantant. Littéralement. C'est des petits détails, puis ça, tu les oublieras jamais. Et pas juste ça, c'est qu'un jour, pas si lointain, tu vas le devenir le guide comme ça pour quelqu'un. Tu vas être capable de faire ce que moi j'ai fait pour toi, puis je l'ai fait pour d'autres aussi. Puis je dis pas ça pour me jeter des fleurs, puis tout ça. Je dis que c'est la marche de la vie, tout simplement. Tu sais qu'on est dans une époque où on parle souvent il manque du monde dans un paquet de domaines, il manque du monde dans un paquet de choses. Puis je veux juste conclure l'affaire des boomers, l'affaire la plus tragique qui est en train de se produire. Il y a une perte de connaissance présentement. Tu savais-tu ça? Moi, j'ai un ami, sa job là, dans la vie, là, il va voir des grandes entreprises, puis il va voir des vieux travailleurs dans les grandes entreprises. Exemple, chez Bombardier. Puis le gars, c'est un vieux machiniste qui faisait une pièce précise. Puis que lui, il a à fond plus de même, mais quand lui va arrêter de travailler, là, la façon de faire de ce monsieur-là, ça va être perdu à jamais. Puis lui, c'est un Français, là, il fait ça dans plein d'entreprises. C'est pas juste, on est short staff, là. C'est de la perte de connaissance. L'humanité, à un moment donné, va perdre parce que c'est pas super important la connaissance qu'un aîné va avoir acquise. Tu comprends?
Moi, je trouve que c'est une tragédie là, qui est en train de se passer là, à plein d'entreprises. Hydro-Québec, des grandes entreprises, il y a des vieux gars dans ces shops-là, puis des vieilles filles aussi, là, de plus en plus, des femmes d'expérience là-dedans. Je mets ça sur des gars parce que les exemples qu'ils me donnent sont souvent des hommes manuels. Ils les écoutent plus. Lui, pendant 6 mois, sa job, là, il suit cette personne-là. OK, mais quand tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Comment tu t'y prends? Puis il collige vraiment la connaissance. Je vais te donner un exemple précis. Arturo Brachetti, c'est un transformiste. Tu sais, le clown italien qui se changeait rapidement il y a quelques années, qui était venu faire des shows ici il y a 10-15 ans avec un succès international. La personne qui fait ses costumes, c'est quelqu'un qui est en Italie. C'est le dernier de sa lignée à faire ce genre d'accessoires de scène-là. Il y a à peu près 83 ans. Mon chum français, il est allé ramasser la connaissance de ce monsieur-là. Ça, c'est un artisan. Mais tu as des usines ici, chez Bombardier, chez Hydro-Québec, des vieux travailleurs. Il n'y a tellement pas de relève qu'on est en train de perdre leur expérience. Il n'y a pas juste pas de relève. Il y a OK Boomer qui fait comme le jeune machiniste n'ira pas s'asseoir avec le vieux tant que ça. Non. Puis moi, je trouve qu'on perd une richesse et on perd une continuité. C'est la première fois dans l'humanité, selon moi, qu'il y a une rupture aussi grave et aussi marquée entre la génération la plus vieille puis les plus jeunes qui suivent. OK, c'est beau, je sais comment ça marche. C'est ça. Tu sais pas tant comment ça marche. Non, écoute, c'est ça. Mais toi, le plus vieux, il y a une façon de passer ton message puis d'être attrayant pour que le jeune... Il n'y a pas juste aussi la coupure, il y a le fait qu'on est tous remplacés par des machines de plus en plus. Absolument. Je veux dire, les caissières chez McDo, dans pas long, ça va être en voie d'extinction. Même chose au Walmart, tu as une caisse avec un être humain, le reste, c'est toutes des caisses. Ça fait qu'il n'y a plus vraiment de pension à payer, il n'y a plus de journée de maladie à donner. C'est fou là, quand on y pense. Là. Je pense qu'on s'en va vers une société où éventuellement il va y avoir un point de bascule où le monde va être dominé par la technologie. Et je dis pas ça négativement. Je pense que depuis, si tu regardes la course de l'être humain, le plus avantagé, celui qui est en avant de la course, disons l'occidental, avec toute la science qu'il a, ça a toujours été pour quelques-uns de se faciliter la vie. Fait que cette course-là a amené des lave-vaisselle, des laveuses à linge, des sécheuses pour qu'ils arrêtent d'aller laver ça à la rivière. Ça a amené l'eau courante. Cette évolution-là se décuple. Il y a un gars, je me souviens pas de son nom, mais c'est le fondateur de Hewlett-Packard dans les années 60. Lui, en 1970, là, il a dit à partir de maintenant, à tous les 2 ans, exemple, dans mon domaine, la capacité d'une puce électronique, elle va doubler à tous les 2 ans, systématiquement, à l'infini. Puis, à date, il ne s'est pas trompé. La capacité de moi, là, j'ai écrit mon premier sitcom sur un laptop qui avait 8 gigs. La moindre de mes montres... On entend non, mais pour vrai, c'est une joke, là. Je veux dire, la Fitbit est 1500 fois plus forte que mon premier laptop, là, qui était du traitement de texte de base, là. J'avais Word, ça prenait tout, là. Des fois, j'avais le goût de l'écrire à la main pour te dire comment. Ouais. Puis, écoute, sais-tu en quelle année j'ai écrit mon premier sitcom? Il y a 20 ans, 1999. Puis on est en 2019. En 20 ans, ce laptop-là qui venait de mon frère, qui est un traducteur, qui était toujours top-notch, là, il était en avant de tout le monde encore aujourd'hui, avec des machines hyper puissantes maintenant. Il fait des millions de mots par année. Là. Il y a une entreprise de traduction. Puis c'est des documents secrets, puis lourds, puis du ministère de l'Agriculture. C'était 8 gigs. Puis lui, c'était 8 gigs. Puis je te le donne, celui-là, parce que là, j'en ai un autre, il est rendu à 64 gigs. C'était une bombe atomique. C'était encore une joke, 64 gigs. Il est rendu dans des tétras, je sais pas trop quoi. Je connais pas ça, là. Mais ça, c'est une chose. La production d'un bien, la production de nourriture, la production va se mécaniser de plus en plus. Oui, tout est robot maintenant. Malheureusement, j'ai l'impression... Malheureusement, parce que la transition va être difficile pour certains, mais il y arrivera un jour un point de bascule où ça va nous servir. Je te donne un exemple. Le gouvernement va arriver et va dire on va avoir des serres autonomes qui vont produire des légumes pour tout le monde au Québec. À l'année, tu comprends? Fait que la nourriture, ce qu'on arrachait, notre manière d'arracher la vie va être différente. On va être dans une société plus de loisirs, j'ai l'impression. Tu penses? Ouais. Non, mais en même temps, c'est pas un peu trash d'avoir toutes, mettons, les fraises à l'année. C'est sûr que ça va être full OGM, là? L'idée... moi, je pense que la technologie, la géothermie, mettons, technologiquement, les serres maintenant, ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans. Et je pense qu'on n'a pas idée de ce qu'ils vont être capables de faire. Puis je ne parle même pas d'OGM, là. Je vais juste te parler de contrôler un climat dans un espace donné,
puis de faire... Ils ont le biodôme, là. Mais le biodôme, ils vont le faire 176 fois au Québec. Ouais, c'est Puis ça. le biodôme va faire pousser la crème glacée dans le bout des pingouins, puis il va faire pousser d'autres choses dans le bout Un tropical. arbre à crème glacée! Non, mais je veux dire, ils ont déjà... Si tu regardes le biodôme, c'est ça, là. Ouais. C'est une micro-atmosphère, mettons, qui existe, puis qui est contrôlée avec des compresseurs, avec des affaires. Fait qu'aller en dedans, ça change rien. La plante, elle ne sait pas, elle, qu'elle n'est pas au grand vent dehors. Au contraire, tu vas l'avoir dans un dôme, puis on s'en va vers ça. Ils n'auront pas le choix. Moi, à l'Assomption, là, je regarde la municipalité, là, puis ils veulent vraiment ouvrir les vannes pour que tous les toits deviennent des toits verts. Tous les toits plats de la municipalité deviennent une serre fermée sur le toit pour récupérer de l'énergie. C'est l'avenir. C'est vraiment fou, ça l'avenir. donne quand même un peu espoir. Hein? Moi, j'ai plein d'espoir dans l'humanité, malgré... Il y a un gros discours présentement avec les changements climatiques qui est réel, puis je pense qu'on va y goûter, puis je pense que mon gars va y goûter plus que moi. Moi, je sortais à 11 ans sans aucun problème en bédaine dehors au soleil, puis je brûlais pas comme... Je courais pas le risque que mon fils court aujourd'hui, 39 ans plus tard, mettons. Mais Toi, tu penses que ça va être la génération de ton gars qui va écoper quand même solide? je pense que la Parce que, génération... mettons, je regarde... C'est drôle, le podcast justement que ma belle-fille a fait. J'écoutais la vie selon la tête d'un enfant, puis elle disait « La Terre va mourir, mais on sera pas là pour le voir. » C'est comme eux autres, ils se disent « On sera pas là, nous, pour le voir. » Fait que c'est encore dans vraiment longtemps pour eux, mais pas tant que ça. Ce dont on ne parle jamais, moi, je pense, parce que dans le temps, il y a une course présentement, puis je veux pas partir de polémique, puis je ne m'astinerai pas avec mon chum Jérôme Duprat des Cowboys, qui est un prof en environnement. Il y a en Californie un dénommé Paul Hawken. C'est un milliardaire. Lui, il a 20 ans, ou un petit peu plus peut-être. Fin des années 80, il a décidé de vendre une entreprise qu'il avait, là. Puis il est devenu rentier à ce moment-là. Et lui, sa fortune, il l'investit. Il s'est assis avec des scientifiques, puis il est allé chercher 100 solutions pour le climat. Puis il est arrivé, puis ils ont dressé la liste des 100 choses les plus urgentes à faire pour inverser. Ils appellent ça le down, je sais pas trop quoi, le nom méchant, il faudrait que j'aille la référence là, mais je te le trouverai. Paul Hawken, Hawken, vous irez lire là-dessus. Tu dors dessus, toi, Je dors des fois, mais mal. Puis, Hey, Seigneur! et on met pas en avance ce que ce gars-là est en train de faire avec des scientifiques, puis c'est vraiment de la macro-science qu'il fait là. Fait que lui, il arrive, puis il dit, les 10 premières solutions qui ont été sorties sont en train d'essayer de les appliquer. Puis il dit, quand elles seront appliquées, les 10 sur les 100, il y aura 80% des émissions de gaz à effet de serre qui seront réglées. Lui, il se revire de bord puis il dit qu'est-ce qui pollue le plus présentement sur la Terre? Une des plus grandes sources de pollution, c'est la climatisation. Exactement. Fait que là, lui, il fait comme, ben là, les fridges puis les systèmes de climatisation, comment qu'on peut changer? Moi, j'ai un chum qui vend ça dans la vie des systèmes de climatisation, puis il dit, Martin, les manipulations qu'on fait avec les gaz présentement, par rapport à ce qu'on avait, le fréon, c'est presque de l'histoire ancienne maintenant, il y a des gaz beaucoup plus performants, beaucoup moins dommageables. Fait que lui, là, ce milliardaire-là, il dit, ça ne nous donne rien de virer fou avec tout, là, on va prendre ça par les cornes, puis on veut baisser ça de 1,5 degré d'ici 50 ans, 60. Lui, il ne sera plus là, il le sait, mais il veut déjà qu'on mette en plan. Allez le lire, c'est fascinant. On n'en parle jamais parce que on dirait qu'on est dans de la fiction, puis on dirait qu'on est dans quelque chose qui va servir à réparer. Tu comprends-tu? C'est pas idéal, mais on n'est pas dans un monde idéal. L'idéal, ce serait que personne pollue, mais on n'est pas dans un monde idéal. Je suis pas naïf non plus à ce point-là. Non, c'est sûr que c'est limite impossible de zéro polluer jamais au nombre qu'on est sur la planète. Au nombre qu'on est, puis pas juste ça, avec les privilèges que nous, on a eu, mettons, c'est difficile, je me vois mal d'aller dire aux Indiens puis aux Chinois, arrêtez de vous développer, puis continuez de manger pas grand-chose. Pas grand-chose à chaque jour, puis arrangez-vous avec ça au nom de l'environnement. Ils vont m'envoyer promener, puis ils auront raison de le faire à quelque part. Je les excuse pas dans le niveau de pollution qu'ils produisent. Forcément, ils sont 1,2 milliard, 1,3 chacun, tu sais. Mais la France aussi, ça a l'air que c'est assez intense. Il y a plein d'endroits, il y a plein de gestes. Moi, j'aime à penser que je pose des gestes pour l'environnement. J'ai une auto électrique, je composte chez nous, je ramasse puis j'essaie vraiment de faire le tri et de faire attention, justement, de fermer mon eau quand je me brosse les dents. Un paquet de tout petits gestes qui fait que je considère qu'à 50 ans, je suis beaucoup mieux que quand j'avais 25 ans, mettons. Moi, je me sentais tellement niaiseuse. En fait, la semaine passée, j'étais allée en studio avec Matt, que tu connais, puis il m'a appris qu'en dessous des affaires, tu vois à combien de degrés c'est recyclable. Ouais. Il y a le 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 6, ouais. Je savais même pas ça.
Asti, je me sentais conne. Les degrés de... Pas les degrés, mais c'est comme des... À quel point c'est des gauges de recyclable. plastique, ouais. Ouais. J'ai un ami, moi, le plastique numéro 1, là. Il fait ça à Joliette, une entreprise. Je jasais avec lui. Il est au basket. Son fils joue au basket avec mon gars. Puis lui, c'est sa job. Il achète des ballots de plastique. Fait que lui, il dit... Arrêtez de le jeter au vidange en partant. Mettez-les dans le bac bleu. Votre bouteille d'eau, là, moi, je la recycle à 100%. Moi, je prends le gauge numéro 1, là, puis je le recycle complètement. C'est pas idéal. Idéalement, on n'en produirait plus. Mais lui, il dit, attention, il y en a qui existent. Celui qu'on a, ramenez-moi-le. On va arrêter de générer... C'est le plus recyclable ou c'est l'inverse? Je ne sais pas, ils ont des spécificités là-dedans. Lui, il me l'expliquait. Il y a même un plastique teint. C'est plus compliqué pour lui. Fait que le plastique 1 clair, là, lui, là, il en manque. Il est obligé d'aller en chercher aux États-Unis. Peux-tu croire? Il n'y en a pas assez d'un déchet ici. Fait qu'il va... Ouais, ici, là, ça a l'air que quand tu jettes une affaire carton, plastique, teinture, ils le prennent pas. Quand il y a trop de stock dessus, comme qui sont... Ça a l'air que c'est même pas recyclé. C'est fou, là. C'est compliqué, puis ouais, effectivement, il y a un tri qui se fait, mais en tout cas, l'environnement, c'est un vaste sujet, puis tout ça, mais j'aime beaucoup m'informer là-dessus. Moi, j'ai grandi sur une ferme où on vivait avec le temps. On vivait vraiment avec la température. Tu es tributaire du beau temps. Fait que moi, j'ai vu des années où les récoltes étaient pathétiques, puis mon père a presque fait faillite à cause de ça. Puis d'autres années où c'était généreux, où c'était abondant. Puis une année où il y a une variété qui pousse plus qu'un autre. Vous étiez combien, vous? Ma famille, on était 9 enfants. Mon père avec était à peu près ça, 12. On était 11 sur la ferme, puis ferme laitière, ferme porcine dans le temps, que mon père a vendu à la fin de mon adolescence, mais j'ai travaillé là-dessus. Je commençais à faire des shows sans gagner ma vie, puis je travaillais encore sur des fermes dans mon coin d'enfance. Ah ouais? Ouais, jusqu'à 25-26 ans. Je m'en ennuie, je te dirais que je m'en ennuie, mais ça te donne un contact avec la nature que tu perds jamais après ça. Moi, s'il y a quelque chose qui me manque en dedans de moi, je suis un gars de plus la ville maintenant, mais j'ai vraiment cet appel-là encore. Puis ce souci-là, c'est drôle parce que moi, j'étais habitué sur la ferme, quand il pleuvait, on travaillait pas. Fait que quand il pleut, pour moi, c'est un congé. Fait qu'encore aujourd'hui, quand il mouille, je m'endors. Je dis, mon Dieu, c'est une journée où on se couchait sur le divan et on dormait. Il est drillé à ça. Mais c'est quand même drôle le clash du gars fermier qui est rendu avec une Tesla. Oui, puis non. C'est fou, pareil. Mon père, en 1980, là, il est arrivé et il dit, là, petit gars, tu vas venir m'aider. On va aller derrière le garage puis on va faire une expérience, toi puis moi. J'ai fait comme, OK. Il y a 40 ans, là. Et il dit, là, on avait de la vieille planche. J'ai dit, on va juste faire un coin. Faire un coin à peu près 4 pieds de haut, mais pas fermé, pas 4 murs, juste 2 murs en coin, dans le coin derrière le garage. Fait que là, on fait ça en planche. Je dis, pourquoi qu'on fait ça? Il dit, tu vas voir. Puis c'était juste à l'automne, on a dégarni le jardin. On avait 3 jardins chez nous. Fait qu'on a tout ramassé ce qu'il y avait dans le jardin. Puis on a mis ça en tas, là. Puis je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ils dit, on va essayer de faire du compost. En 1980, là. Mon père, moi, j'avais 11 ans, 12 ans, puis il compostait dans ma face. J'ai construit le composteur avec lui. Puis 6 mois après, il est arrivé, il a mis une balle de paille là-dedans. Puis écoute, ça s'était mis à composter, puis on sortait de la terre noire de ça. Fait que mon père, moi j'ai grandi sur une ferme, mais on était hyper connectés. C'était à une époque où toutes les normes environnementales sont devenues hyper sévères. Nous, on avait une ferme porcine, mettons, le lisier, le fumier, là. C'était à peu près n'importe quoi, la gestion de ça, là. Puis il y en a que ça se ramassait dans le fossé, puis ça s'en allait dans les rivières, puis il y a eu des scandales là-dessus. Puis à un moment donné, le gouvernement, le ministère est arrivé, puis il a dit « Hey, non, au contraire, on pense que l'agriculture, c'est souvent, on dirait que l'agriculture est malmenée puis c'est traité comme du poison. C'est le contraire. Ils ont des contraintes qu'on n'imagine pas, là. C'est là tout le débat, d'ailleurs, avec le lait américain qui arrive ici. C'est qu'aux États-Unis, ils n'en ont pas de ces contraintes-là. Fait que pour eux autres, produire 1 litre de lait, ça coûte rien. Nous autres, ici, ça nous prend des équipements hors normes par rapport aux États-Unis. C'est un combat illégal. Plus cher, ben oui, parce qu'on n'y arrivera pas, tu sais. Mais les normes de ça fait que la rivière de l'Assomption où je demeure, à l'Assomption, quand j'étais petit, moi, là était morte, cette rivière-là. Là, il y a 57 sortes de poissons dedans. Puis il y a de la pêche urbaine qui s'organise dans ma ville. Puis aujourd'hui, l'eau est propre à la baignade. Mais dans le temps, c'était du fumier qui descendait là. Il y a 40 ans. Fait que les fermes ont été les précurseurs, vraiment. Sont obligés. Tu vas partir d'ici, je vais avoir l'impression qu'il y a de l'espoir. Là. Mais genre, c'est comme le discours est opposé à ce que j'entends d'habitude. Moi, je pense qu'il y en a de l'espoir, bien plus qu'on pense, mais ça ne fait pas cliquer de l'espoir, ça ne fait pas vendre de l'espoir. Non, c'est sûr que ça ne fait pas réagir de l'espoir non cliquer, plus. C'est un ours polaire tout seul sur un petit caillou. Amaigri, puis que tu sens que la banquise il a fondu pendant qu'il dormait, puis il s'en est pas rendu compte. Attention, là, je ne suis pas climato-sceptique du tout. Pas pantoute, moi non plus.
des fois, c'est drabe là, de toujours se faire dire « C'est la fin du monde, la Terre est plate! » J'ai l'impression, moi, que la Terre évolue tout le temps. Tu sais, si tu lis des vieux manuels d'histoire, je ne suis pas climato-sceptique du tout, là. Je pense qu'il y a des changements. Moi, par rapport à ce que j'observais quand j'étais jeune, moi, quand tu nais sur une Terre, tu viens que tu es comme un outarde. Tu connais le cycle de la vie puis de la nature. Tu sais, un outarde, ça passe, ça s'en va dans le sud, ça n'a pas de map, là. Non. Puis pas de GPS, ça, c'est pas que ça passe, ça sait où est-ce que ça va, tu sais. Un farmer, c'est la même chose. Fait que moi, là, je regarde les saisons végétatives, mettons. Là. Moi, là, je me levais, là, mettons, fin mai, puis là, on commençait à penser peut-être couper le foin pour la première coupe. Puis après ça, on finissait ça à Saint-Jean. Après ça, il y en avait un autre au mois de juillet, puis il y en avait un autre au mois d'août, puis des fois, on en volait une en septembre, mais c'était rare. Des coupes de foin, on en faisait 3 par année principalement. Puis les saisons végétatives, on se disait, ben regarde, à la fin août, c'est terminé. À cette heure, il y a du monde qui font du foin jusqu'à mi-septembre. C'est décalé d'au moins 2 semaines comme il faut. T'sais. Les printemps sont froids plus longtemps. Puis les printemps décollent moins. Non plus. L'hiver finit plus de finir. Fait il y a vraiment un décalage par rapport à ça qu'on remarque notablement. Là. Ce qui était les 2 semaines de la construction, quand j'étais jeune, là, les 2 dernières de juillet, c'était des canicules. Là, c'est rendu début août. Fin juillet, vrai, c'est hein? rare que des canicules maintenant. C'est vrai que Il y a vraiment un déplacement et un déphasement. Ça, on le reconnaît. Les fraises, ça a changé de date par rapport à quand on était petit. Ils sont encore là. C'est tout des affaires qui... Moi, je fais comme... Si les fraises font juste changer de date... Mais tu vois, moi, c'est ça. Moi, je connais moins ça. Moi, je sais que c'est plus le temps des fraises quand les fraises goûtent le plastique. Ouais. Tu sais, comme les fraises qui ont plus de goût font juste goûter l'eau. Je le sais qu'on fait semblant, là. Tu sais, comme que c'est tiré par les cheveux. Il y a beaucoup de mensonges. Moi, là, l'auto électrique me fascine. J'en ai une, ça fait 1 an et demi. Puis avant d'avoir une auto, pendant 3, 4, 5 ans, j'ai lu tout ce qui sort sur l'auto électrique à chaque jour. Puis moi, je peux te dire que produire une batterie de char, là, c'est sorti là, avant hier. Là. Ça prend autant d'eau qu'une demi-paire de jeans. Hein? Produire une batterie de 64 kW, une Leaf, mettons que vous voyez, là, la Nissan Leaf, là, tu produis 2 batteries de char avec la même quantité d'eau que tu vas produire une paire de jeans. Tu prends plus d'eau pour faire tes jeans que 2 batteries de char. Mais le monde, ce qu'ils disent, c'est ben non, ça prend des quantités d'eau. Oui, ça prend des quantités d'eau, mais il y a plein d'affaires pires que ça, mais on ne grimpe pas dans les rideaux. Moi, je trouve ça bien plus choquant de savoir que j'ai l'équivalent de 2 batteries de char sur mes fesses, mais on n'en parle pas de ça. Fait que l'auto électrique a plein de... Là, les batteries, qu'est-ce qu'on fait avec les batteries? C'est recyclable à 95%. C'est pas moi qui le dis, là. C'est monsieur Hakim Raïb. Il connaît tous les noms. Monsieur Hakim, mais c'est parce que... J'avais saigné du nez. Lui, là, monsieur Hakim, moi, là, je te le dis, l'environnement, là, tu me colleras pas, là. Monsieur Hakim, là, il était à la tête du laboratoire d'Hydro-Québec. Allez voir sur sa page Facebook. Le gars vient de recevoir des prix internationaux, là. C'est une sommité mondiale. Il est ici à Varennes. Il est venu dans mon émission de radio. C'est mon ami Facebook. Il like mes photos de chat, tu sais. Mais lui, là, quand tu parles avec, là, il n'y en a pas de panique, là. La batterie de char, là, arrêtez de dire là, que ça pollue, puis tout, c'est pas vrai. Ça pollue pas. Les terres rares, ça s'appelle de même, mais c'est pas rare. Puis il n'y en a pas des batteries de Tesla, mettons. Mais le monde va garder le mauvais exemple qui a fait fureur dans le temps, le négatif. Non, moi, je suis le parfait exemple de... Le négatif va se propager puis va s'incruster bien plus que toutes les bonnes nouvelles que je peux te donner aujourd'hui. Eh oui, je suis le parfait exemple de pigeon, moi. Je vais voir de quoi sur Facebook, moi, être sûr que c'est la vérité pure et dure, là, tu sais. Je veux pas dire à personne, tu sais, moi, j'en parle pas, là, je t'en parle, puis c'est rare que j'en parle autant que j'en parle là. J'ai 50 ans, là. C'est une grosse business, là, quand même, la Puis voiture. mon rêve, c'est que je ne conduise plus mon auto d'ici 10-12 ans, selon moi, j'aurais plus besoin de conduire. Ta Tesla, viens-tu te chercher à la porte? Elle peut venir me chercher dans le parking, ouais. Je peux être dans un stationnement. Elle ne le fait pas sur la route, mais il y a un mode que j'ai un upgrade. Mon char, c'est comme un iPhone. Là. Il y a des updates? Il y a des updates ponctuellement. J'en ai eu une quinzaine en 1 an et demi, mettons. Puis là, le dernier que j'ai reçu, là, mettons, je suis dans un stationnement d'Arena. Je vais mettre mon char à l'autre bout, puis je m'en viens ici. Là, puis avec mon cellulaire, je l'appelle, puis le char, puis il vient me rejoindre. Puis ça, c'est... Si quelqu'un passe en avant, il arrête. Il arrête. S'il y a un chat qui passe en avant, il arrête. S'il y a un autre auto, il arrête. S'il voit que ça passe pas, il recule, puis il y a des sensors tout le tour, puis il retrouve un chemin pour s'en venir. Sinon, il attend. Puis sinon, ben, il est jamais, il faut que j'aille le chercher. C'est pas à point encore, mais
Les portes font ça de même. Non, c'est ça, le char fait... Non, mais c'est-à-dire que s'il y a pas de... Si quelqu'un arrête dedans et il veut pas bouger, mettons, puis qu'il attend que je me tasse, il n'y a personne dans le char. Fait que tasse-toi, puis le char va continuer. Mais sinon, moi, en 2020, mon auto, sur l'autopilote, je garde une main sur le volant, je continue de regarder en avant, mais je ne suis pas obligé de freiner ni d'accélérer, ni de conduire. J'ai juste une présence sur le volant. Ouais, mon char va arrêter, mon char va arrêter au stop puis aux lumières, puis il va repartir. Moi, déjà dans le trafic... Au stop et aux lumières. Ouais, déjà dans le trafic, c'est l'autopilote qui le conduit. Quand je reviens de faire un show, mettons, de Québec, 140, je conduis jamais mon char. T'as pas peur de... Non. Je rêve au jour où je vais pouvoir me coucher en arrière. Moi, je veux dormir en arrière. Puis le rêve de Elon Musk, là, il dit, moi, je vais être à New York, mon char part de Los Angeles, il s'en vient me chercher. Puis il charge tout le long. Mon rêve avec mon auto, c'est d'être à la radio à C'est quoi? Puis pendant que j'étais à la radio, mon char part, puis il va chercher Sarah qui travaille avec moi. Puis après ça, il part, puis il va chercher Christine qui travaille avec moi. Puis il va chercher mon boss Luc, puis il l'amène à la job. Puis il va se reparker dans le parking, puis moi, je ressors. Il a donné 3 livres à 3 personnes qui n'auront plus besoin d'auto virtuellement. Il pourra même partir de ma job, retourner à la maison, ma blonde aller à sa job, puis venir me rechercher à la mienne. Éventuellement, ça va être ça. Éventuellement, les fabricants d'auto, on n'aura plus d'auto à nous. Ça va être des flottes, des essaims d'auto qui vont, puis tu vas les appeler avec l'application, paf, ils vont débarquer en avant de chez vous dans la rue. Tu vas t'asseoir en arrière, puis tu vas avoir un code, tu vas embarquer dedans toi, puis tu vas t'en aller. Moi, mon Vaux, il y avait ça. Il y avait tout le système. Il ralentissait quand il y avait un char qui était en avant de moi, mais moi, tout, il fallait qu'il y ait une présence sur le volant. Système d'aide à la conduite. Quand on était à 120 sur l'autoroute puis qu'il y avait une courbe, là, j'ai jamais été game de pas la prendre moi-même, la courbe. On dirait que, je sais pas, c'est vite arrivé un « Oups! On me met à faire du off-road avec le char. » Le char, il y a beaucoup de gens qui mettent des vidéos, mettons, une personne s'est endormie au volant de Tesla, puis tu vois ça. Ça, c'est arrangé, là. Je t'embarquerai dans mon char, là, puis tu vas voir. Le char, s'il ne voit pas de ligne à terre, il arrête. S'il voit des lignes à terre, il conduit. Puis tu penses, à 120, il va pogner la curve. Je t'annonce qu'il la pogne tout le temps. Wow! Puis s'il n'y a pas de ligne, le char va buzzer. Puis il va buzzer en breakant, là. Il fait comme... Moi, j'arrête ici, ça marche pas. Il n'y a pas de ligne. OK, mais ça veut dire que quand tu te ramasses dans... Fin fond, là, je te dis Fermont, mais clairement, tu vas pas aller en Tesla, là. Mais mettons Fermont, des routes de Garnotte, il n'y a pas de ligne là-dessus, ton char roule mais pas éventuellement, avec les updates qui s'en viennent, il va être capable de détecter les objets autour et donc lire. Moi, je m'en vais l'hiver, mettons, puis il y a de la neige sur la chaussée, mais la ligne du centre, on voit la ligne du centre parce qu'ils ont mis des abrasifs pour qu'on pogne d'un bord de la route, là. Mais moi, ça, si je vois la ligne du centre, mon char est capable de conduire tout seul. Relativement seul. Mais, moi, mon char d'une curve, il apprend sans aucun problème. Mon char, je le mets à 115 sur l'autopilote, 110, 115. Il est doux. C'est la ride la plus... Toi, tu dois rien entendre en plus. Bon, j'entends pas grand-chose. J'entends... Non. T'entends le bruit des pneus. Il n'y a pas d'accélération. Il n'y a aucun bruit. Mais moi, c'est tellement l'avenir, là. Pour vrai, là, ce char-là me fait capoter, là. Moi, j'ai l'impression d'être dans 20 ans. T'as-tu un gros crise d'iPad? J'ai 17 pouces. C'est pas un gros crise d'iPad, mais c'est un gros crise d'écran. Il est gros. Mais moi, là, c'est ma comptable qui m'a dit à un moment donné, t'es capable de t'acheter une auto électrique. Puis une Tesla. Je dis, voyons donc, moi, j'ai des grosses dépenses parce que je fais de la tournée. Fait que ma compagnie parvient à me payer. En fait, ma compagnie me paye du kilométrage. Ouais. C'est une disposition fiscale à laquelle j'ai droit qui fait que mon transport, je le fais avec ça. C'est ça que je m'achète maintenant. Mais moi, j'ai arrêté de polluer, là. Moi, il n'y a pas une fois que j'embarque dans ce char-là puis je me dis pas, hey, je fais aucune émanation, là. Rien, c'est fini, là. Ça fait 90 000 km que je fais avec, puis j'ai rejeté ça dans l'atmosphère. Tu comprends? Puis à partir de 85 000 km, mon empreinte écologique n'arrête pas de descendre. Puis ce char-là, je vais l'avoir 15 ans. Quand je vais le lâcher, il va avoir 800 000 km. Tu te rends compte? 800 000 km, combien de CO2 je n'aurais pas relâché? C'est fou. C'est juste fou. Je fais un geste auquel je ne peux pas penser à chaque fois que j'embarque dedans. Je ne peux pas penser à ça. Je trouve ça ahurissant. Puis, sais-tu qu'est-ce que je trouve cute? Parce que moi, je vois des enfants sur le bord de la rue quand je l'ai eu. Tu n'es pas habitué, puis tu te fais regarder. Mon Dieu, une Tesla, le monde te... On dirait une Batmobile. Une Batmobile, mais les enfants te regardent puis ils te font ça de même. Puis moi, je suis comme les enfants, là, 8, 7, 6 ans, 10 ans, sont sur le coin de la rue. Je l'ai eu au mois de mai, mettons, je sortais, puis j'arrivais au coin de la rue, là, puis les jeunes étaient là, puis ils me regardaient, même, ils me faisaient signe. C'était pas un nice car. C'était « Tu pollues plus, man. Merci. » C'est ça que je chantais de la part des jeunes. Je trouvais ça hallucinant, man. J'ai fait comme... On va y arriver, les jeunes. On lâche pas. Ils savent. Est-ce qu'ils savent? Ils sont pas cons.
Ils sont loin d'être cons. Comme ton gars qui te regarde te brosser les dents, comme ma belle-fille qui dit... C'est drôle, je te le ferai écouter après, ça va à peine. Elle regarde la caméra puis elle dit « S'il vous plaît, YouTube, sortez dehors puis allez ramasser des vidanges. On vous attend. » Puis il faisait une pause, il attendait comme si le monde allait se lever pour aller jeter du stock. C'est naïf, mais c'est tellement beau. Hey, elle a même dit la phrase, et j'ai dû le couper parce que c'était un peu cocky. Elle a dit « Si les directeurs et les directrices avaient moindrement d'intelligence, ils prendraient une journée par mois avec toute l'école, on sortirait puis on irait ramasser du stock dans la ville. » Il n'y a pas de mauvais geste. J'étais comme « Asti, c'est fou! » Il n'y a pas de mauvais geste, puis il n'y a pas de mauvais geste. Mais moi, tu as raison de le dire, Roxane, moi, je vis d'espoir, vraiment. Moi, je pense vraiment que malgré ce qu'on veut nous faire sentir, puis qu'on veut, puis, tu sais, j'ai rien contre le message qui mobilise, puis le message qui ouvre les consciences, puis le message qui réveille, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression que je suis plus avancé que ça, tu sais. J'ai l'impression que, oui, je suis d'accord avec vous autres depuis 30 ans. Depuis que mon père m'a dit « Viens, petit gars, on va aller faire un coin en planche. Puis qu'est-ce que tu fais là? » Puis quand, l'année d'après... Fait que moi, ça a fait que quand j'ai acheté ma maison en 2001, j'ai quitté les appartements à Laval, Montréal, puis tout ça, pour aller m'établir où je demeure là. Quand j'ai acheté ma maison, la première affaire que j'ai faite, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Un coin. J'ai fait un coin. Puis j'ai fait un coin dans lequel... J'ai pas fait un coin en planche, mais derrière mon cabanon, si tu viens chez nous encore... Il y a un tas de feuilles, puis en dessous de ça, il y a les feuilles de l'année passée qui sont en train de se mélanger. Puis j'ai en dessous de ça de la terre noire que je récolte. L'été, je l'aère, je le vire un peu à pioche, là. Mais j'en ai un tas. Je pense que l'automne passé, j'ai sorti une 60aine de brouettes de terre noire que j'ai mis partout sur mon terrain. Puis j'ai pas un domaine, j'ai juste toutes les fucking feuilles de ma maison qui sont là. J'ai une quinzaine d'arbres autour, 10-12 arbres, mettons. C'est fou, mais le cycle de la vie. C'est vraiment le cycle de la vie, tu as raison de le dire. Puis c'est un minimum d'effort, mais moi, mon père, qu'est-ce qu'il a planté en 1980 dans ma tête? Ben moi, mon gars me voit faire ça. J'ai hâte de voir quand il va s'acheter une maison, s'il s'en achète une, ça va être quoi son move à lui? Il va dire si, puis il va faire un coin de terre, lui, avec. Si, papa. Si, papa. Mais si. Hey, mais 360 de sujet, t'étais-tu aux Oliviers hier? Non. T'es pas allé? J'y vais plus aux Oliviers depuis... non? C'est la deuxième année que j'y vais pas... Je trouve que l'industrie a beaucoup changé, puis ça, c'est normal. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. T'es pas le seul qui... L'industrie a changé. Était pas là non plus. J'ai trouvé que le gala... j'ai pas vu le gala. J'ai trouvé que... je vais t'avouer bien franchement que quand je vois des humoristes solliciter leurs fans pour aller voter pour les faire élire l'humoriste de l'année, je nommerai pas de nom, puis ils ont le droit de le faire, là. Ça leur appartient. Moi, ça représente pas les valeurs dans lesquelles... Ça ne représente pas les valeurs avec lesquelles je fais ce métier-là. Le même métier que les autres, ceci dit, mais c'est un esprit de compétition que je n'ai pas, puis que je trouve... moi, ça m'attire pas. Moi, j'ai demandé au monde d'aller voter pour moi, la disque. Là. Non, comme je te dis, je le respecte que tu fasses ça, mais il y a une espèce d'esprit de... Je te connais, puis je te sens pas compétitive. Non, c'était pas de la compétition. C'était aidez-moi, s'il vous plaît, dans le sens où j'avais besoin de reconnaissance, je pense. Ouais. Mais c'est que je le remarque dans l'humour qu'il y a beaucoup plus de compétition qu'en musique. Il y a beaucoup de compétition. C'est féroce, vous, là. Je pourrais pas survivre dans votre crew. Puis tu l'as dit tantôt, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, puis je voyais Pierre Légaré dans un gala, puis je voyais Alain Choquette, puis je voyais Pierre Verville, puis Daniel Lemire, puis des vieux humoristes des années 80, plus vieux que moi, je dis des vieux humoristes, mais ceux qui étaient là avant moi, quand je les voyais, j'étais touché. J'étais curieux de leur jaser et j'étais impressionné. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes me regardent un peu comme de la marde. Ouais. Je rentre dans le même gala où moi j'étais il y a 20 ans quand j'ai commencé, puis j'ai l'impression, mon Dieu, que je suis un empêcheur de tourner en rond, que je les retarde dans leurs affaires, que tasse-toi mon oncle. Puis moi, je fais comme, my God, si tu savais mon homme. Tu te sens un peu comme, OK, je me sens boomer. juste plus là. Ben ouais, je me sens très OK boomer, je suis pas un boomer du tout. Puis au contraire, moi, tu sais, je suis le morning man assez quoi, mes affaires vont très, très bien, là. Mais moi, ce qui se dégage de ça ne m'attire plus. Vraiment pas. Et c'est drôle parce que ça fait des années. Puis j'ai accepté de continuer à aller au gala à cause des gens qui nous encouragent, à cause des gens qui viennent voir nos spectacles puis qui trippent sur ce qu'on fait, Dominique et moi. Mais moi, je ne l'ai jamais dit publiquement. C'est la première fois que j'en parle là. Puis je sais pas si je vais en reparler. Mais moi, ça fait au moins 10 ans que je m'ostine avec ma gérance pour « Ah, ça me tente pas d'aller là. Je trouve que c'est fake. Je trouve que j'aime pas ça. Je suis pas de même. Je ne crois pas à ça. Mm-hmm. Moi, dans la vie, ce qui brille ne m'impressionne pas.
Ah, c'est fou, tu m'avais dit ça. Ce qui brille, ça m'impressionne pas. Fait que si tu veux jouer la game avec des affaires qui shine, je vais te trouver ridicule. Fait que malheureusement, quand tu arrives dans un gala comme ça, il y a 80% du monde qui veulent shiner. Oui. Puis malheureusement, je les trouve ridicules. À chaque fois que je suis dans Puis un gala, je me sens comme... Des gens que j'aime, mais là, ils viennent comme posséder de je sais pas quoi. C'est ça. Mais même moi, tu sais, quand je vais dans des galas ou quand je vais dans des soirées de même, je me sens toujours... T'as écouté le Titanic, j'imagine? Ouais. Tu sais, Jack, là, quand il arrive dans le souper où il y a beaucoup de fourchettes, beaucoup de cuillères, Puis beaucoup il est de couteaux, perdu, là. il est tout perdu, pauvre petit loup. À chaque fois que je suis dans un gala, je me sens comme Jack Un peu. dans le Titanic. Je suis comme, tabarnak, j'ai du linge trop cher sur le dos. Esti, je suis pas bien. Je répète la même affaire 50 fois à des gens qui, quand ils vont voir plus hot que moi, vont faire ah! Ils vont pas écouter ma fin de phrase. Il y a une partie de moi qui adore ça parce que toi, t'as réveillé quelque chose en moi quand t'as fait ma mise en scène. Je te disais, moi, la toune seule ensemble, je trippe pas dessus. Je trouve ça pas bonbon. Puis tu m'avais dit, il y a aucune honte à être un artiste populaire. Pas tout. Puis là, j'ai fait, si, OK. Là, on dirait que là, j'ai commencé à comme me tenir drette, faire, il n'y a aucune honte à être une chanteuse populaire. Il n'y a aucune honte si c'est ta vérité. C'est ça, Il n'y exactement. a aucune honte si c'est ça que tu fais, puis que tu fais avec cœur, puis que tu te donnes à 100%, puis que tu le fais le mieux, au meilleur de tes capacités. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent de haut et qui disent « Dominique et Martin, c'est de l'humour de mon oncle, puis tatata. » Mais pour vrai, je te mets au défi de le faire, ce que je fais. Je te mets au défi de « Viens voir mon show, assis-toi devant moi, là, puis jure-moi que tu pognes pas de quoi. Jure-moi qu'on maîtrise pas quelque chose. » Puis non, vous, c'est. Je suis sûr que non. Ping-pong, on a là, un sens du timing, on a un sens, mais on n'est pas dans l'humour revendicateur, on n'est pas dans l'humour edgy. Ce que je trouve que c'est trop présentement. Puis je trouve que ce qui se passe aussi, l'autre affaire, l'autre raison pourquoi je suis pas aux Oliviers tant que ça, c'est que le genre d'humour qui domine présentement, c'est pas l'humour dominant. Ce qui me fâche, c'est qu'on parle toujours de Mike. Ce qui me fâche, c'est qu'on parle toujours de Jeff, mettons, il y a une couple d'années, Jeff Mercier, de ceux qui font scandale, alors que la grande majorité de ceux qui font de l'humour sont pas ceux qui font scandale. Quand tu regardes à la fin de l'année des ventes de billets, pour vrai, là, puis j'ai rien contre Mike, puis Jeff, c'est des amis. Puis ils savent ce que je te dis là. Mais s'il y a 1 million de billets d'humour de vendus à la fin de l'année, là, il y en a 800 000 que c'est Lise Dion, que c'est Louis-José Hood, que c'est nous autres, que c'est pas Mike, puis c'est pas Jeff, puis c'est pas Guillaume Wagner, à un moment donné, qui se pognait avec Marie-Hélène Thibert. C'est quoi ce calvaire? C'est quoi ça? Ouais, je comprends. C'est pas de l'humour. L'humour qui vend le plus, c'est pas de l'humour. Attention, c'est une frange de l'humour qui n'est pas le courant dominant, mais qui est présenté comme tel présentement. Ça me gosse, ça, moi. Ça me gosse. Moi aussi, ça me gosse les gens qui roulent sur des scandales. Ben, qui sont sans ligne. Beaucoup en musique puis l'année je comprends, passée. puis je suis du bord de Mike sur l'idée de la liberté d'expression. Oui, ça aussi, moi Puis aussi. c'est codifié. Moi, si Mike a dit des niaiseries, puis que c'est de la libelle diffamatoire, c'est déjà prévu dans la loi, puis qu'il se démarre avec ça, c'est son problème. Après ça, plus largement, la liberté d'expression, le droit de dire les choses, je suis un peu d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec son genre d'humour, mais je suis d'accord avec le fait qu'il le fasse, ce genre d'humour-là. Moi, ce que Mike fait, je le ferais pas. Pas parce que je suis hautain ou snob ou quoi. C'est parce que c'est pas quelque chose qui me branche. Mais il faut que tu aies les reins solides en esti aussi pour faire ce genre de carrière-là. Là. C'est un guerrier, lui. Là. C'est un guerrier, puis comme je te dis, je respecte son chemin, mais la seule affaire qui me gosse, c'est comme si le message qui est lancé depuis 8-10 ans, c'est que l'humour, c'est juste du monde vulgaire qui font juste sacrer. Puis moi, je fais comme, hey, time out, là. La vraie affaire, c'est qu'à la fin de l'année, là, s'il y a 1,5 million de billets de vendus, là, ce genre d'humour-là est même pas à 15 % là. Ou est au maximum à 15 %. Ça veut dire qu'il y a 85 % de ce qui se fait que c'est bien d'autres choses, là. C'est bien d'autres choses, là. Fait qu'arrêtez de prendre ça comme la seule vérité. C'est juste ça qui me gosse un peu. C'est ça qui m'éloigne du gala aussi. C'est même pas tant Mike, c'est même pas tant Jeff ou Guillaume Wagner. Je pense les médias. Les médias qui barrent la toast en n'en plus finir. Check Mike, hier, il a gagné 4 trophées. Ouais. Mais on parle pas de ces 4 trophées. Non. On parle encore de son esti de scandale. Lui-même, il était écœuré d'entendre parler de ça. Il voudrait qu'on parle plus de son art et non de ses scandales. Mais Mike, il sait très bien qu'il est à une place en humour où il dérange. Puis il sait qu'il fait ça, puis il est bon là-dedans. Puis c'est un brillant, Mike, là. C'est un brillant humoriste, là. C'est un gars qui est capable d'écrire des jokes. Moi, le traitement vulgaire de l'affaire me laisse... Je trouve ça adolescent comme réflexe, là. C'est comme regarder une fille tout nue. Je trouve ça épais. Tu comprends-tu? Tu as le droit de vouloir faire ça, mais ça, c'est le bout qui appartient à Mike. Puis même là-dedans, je le respecte, tu comprends?
Mais moi, ce qui me gosse, comme tu dis, c'est le traitement médiatique de l'affaire. Je fais comme, hey, arrêtez, là. Il y a bien plus d'humour qui n'est pas Mike Ward que de l'humour qui est Mike Ward dans la vie. Puis c'est rien contre Mike. Vraiment, vraiment, je tiens à le dire. Mais ce qui fait que je m'éloigne parce que c'est ça qui est valorisé présentement. Fait que moi, qu'est-ce que je vais aller faire? Un gala d'humour où j'en fais pas, moi, des jokes hard. J'en fais pas des jokes hard. Ça me branche pas de faire des jokes hard. Puis le public qui me suit savent ce qu'ils achètent. Puis ils sont pas malheureux, là. Puis on rit, crée-moi qu'on rit, là. Puis on est capable de rire d'un paquet d'affaires. Ah oui, vous autres, le monde vous suit depuis jour 1. Là. Vous avez votre public. Là, puis ça On a roule, notre là. crowd qui nous suit, puis on est béni là-dessus. Mais je me sens de moins en moins partie prenante du milieu. Pas rien que ça, je veux dire, je regardais le gala hier, puis moi, pour vrai, j'adore l'humour, je consomme l'humour, j'adore tous les humoristes qui étaient nominés, mais je comprends pas vous êtes un gala quand même hard envers vous-même, hein? C'est toujours des estis de flèches que vous vous lancez. C'est toujours lui qui va planter plus l'autre. À chaque fois qu'il y a 2 humoristes qui rentrent, c'est la même affaire. Ils se blastent un peu, ils présentent les nominés, ils disent le gagnant. Après ça, c'est 2 autres qui viennent se blaster. Roxane, t'as raison, fois 1000. Puis on se fait dire après ça, c'est des jokes, faut que tu sois capable de les prendre. Je fais comme, oui, parfait. Je suis capable de rire de moi. Ça fait 27 ans que je ris de moi. Les jokes de gros, là, c'est tout moi qui les écris. Tu me montreras pas à rire de moi, là. Dominique, ça fait 27 ans qu'il m'écoeure parce que je suis gros, puis c'est moi qui les écris. Sauf que, il y a une ambiance, puis tu l'as dit. Tu verras pas ça à la disque. Le gala se finirait pas. On se garoche des fleurs à n'en plus finir, nous autres, à la disque. Non, mais sans aller dans l'autre extrême, mais tu as raison, ton observation est juste. Moi, je trouve ça élevé ce qui se passe présentement avec le milieu de l'humour. Je fais comme, my God, je trouve que l'humour est rendu négatif. Puis moi, quand j'ai grandi, c'est une valeur positive. Puis moi, quand je monte un show d'humour, j'ai pas le goût de remettre le nez dans le caca de personne. J'ai le goût de faire rire tout le monde, par exemple. Puis pour moi, c'est pas un procédé humoristique qui m'attire de pointer du doigt le travers de quelqu'un, de pointer du doigt le défaut de quelqu'un. Oui, là, c'était rendu physique, là, c'est hier. rendu... Mais ceci dit, je pense qu'il y a un public pour ça, mais je pense que c'est pas le public prédominant des consommateurs d'humour. Mais encore là, je te dis ça, puis il y a du monde qui vont écrire en dessous du post « OK, boomer ». Mais honnêtement, je pense pas. Ben, je pense qu'il va en avoir. Mes cocos sur YouTube, là... oui, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va écrire « OK, boomer », mais il va y avoir 75 réponses en dessous de gens qui vont bien s'exprimer et qui vont dire « Hey, si t'as pas aimé ce que t'as regardé, clique sur X et passe ton chemin ». Pour vrai, je suis vraiment choyée sur Internet. Non, il va peut-être avoir des « OK, boomer », mais gars... Mais... Non, mais je te dis ça, sais-tu pourquoi que je te dis ça? Je te dis ça parce que je me rends compte que ce à quoi je m'ouvre aujourd'hui, je le ferai pas à C'est quoi? Je le ferai pas à Tout le monde en parle, mettons. Je le ferai pas sur la moitié des tribunes que je pourrais avoir. Je suis pas sûr que je le ferai. Je pense que toi, aujourd'hui, tu me donnes une permission, on dirait quelque chose de très dans ton salon. C'est underground. C'est ça. Mais en même temps, je le pense profondément depuis longtemps. Ça me fâche depuis longtemps, moi, quand... Mais moi, ça me fait tellement du bien de t'entendre dire ça parce qu'on dirait que ça... Moi, l'année passée, c'était Hubert Lenoir, le mouton noir de la musique, que tous les médias parlaient que d'Hubert Lenoir. Il faisait pipi le matin, les médias en parlaient, puis moi, vu que je suis un être humain, je ressentais une frustration. Pas envers Hubert exactement comme toi, pas envers Mike, mais j'étais comme, Chris, me semble, je fais 75 bons coups pour un gars qui a rentré son Félix dans sa bouche. Ben... Pourquoi personne met en lumière mes bons coups, mais que lui, il deep throat Félix Leclerc? Puis il y a tous les médias en parlent, tu sais, c'est ça. Puis ça me donne raison d'avoir Catherine Dorion en politique qui fait la même affaire, Catherine Dorion qui polarise la même chose, puis ça met de l'ombre sur les 60, les 120 autres députés qui font leur métier, puis qui sont là pour nous autres, puis nous représenter, puis on a beau être cynique vis-à-vis de la politique, ils font un job que je ferais pas, là. Ah oui, les autres avec ça prend mais des tu comprends? reins plus que ça prend comme 4-5 paires de reins pour aller en politique. mais t'as raison, et je pense que la nature humaine est comme ça, fait que t'as tout le temps quelqu'un à un moment donné qui va sortir puis qui va aller chercher. Tu sais, moi, l'affaire, je reviens 4 secondes sur l'affaire de Mike puis du petit Jérémy, tu sais. J'en veux pas à Jérémy, j'en veux pas à Mike, j'en veux juste à ça traîne, puis ce qui traîne dans la vie, ça se salit. Ça fait déjà trop longtemps, là. Ce qui traîne dans la vie, ça se salit automatiquement. Puis là, après 10 ans, on est loin du gag de départ, on est loin de la circonstance de départ, on est rendu dans des règlements de compte, on est rendu dans un clivage encore où t'es contre Mike ou t'es avec Mike, il n'y a pas de nuance. Oui, c'est ça n'a aucun Puis rapport. moi, je suis pas contre Mike du tout, puis je suis pas avec Mike à 100% sur tout non plus. Puis je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie, c'est plus nuancé que ça, puis c'est plus varié que ça. Puis c'est ça qui me choque. Non, mais c'est parce qu'en 2019-2020, là, c'est parce que la zone grise n'existe plus.
Hey, je suis deep, hein? Je suis trop deep. Ah, pas en tout. Moi, j'aime ça au bout. Mais c'est comme s'il n'y avait plus de zone grise dans rien. C'est soit t'aimes, soit tu détestes. Exactement comme dans cette situation-là. Ouais. Faut qu'on soit pour Jérémy, contre Mike Ward, ou pour Mike Ward, contre Jérémy. Mais c'est pas vraiment ça le point, là, tu sais. Il faut être nuancé dans tout, là, maintenant. Pas tant. Puis tu sais, tu donnais l'exemple du beurre le noir, puis tu donnais l'exemple de... C'est sûr que ça, on n'invente rien, là. On n'invente rien, là. Moi, je me souviens de Locke Merville qui était allé à la disque en chess, puis ça avait fait jaser, puis trouver des façons de faire jaser, là. Il y en a eu une puis un autre, là, tu sais, là. Puis ça me gosse pas, mais le ton dans lequel les choses se font, ça me gosse. Le ton sur les médias sociaux, ça me gosse. OK Boomer, ça me gosse. Puis OK Millennial, ça me gosse. Ouais. D'un bord comme de l'autre. Le ton avec lequel on s'adresse un à l'autre, le ton avec lequel, pas le ton, le niveau de respect qu'on a pu, un envers l'autre. Ça, c'est les médias sociaux. C'est tellement facile. Ça a commencé de là à tout le monde se détester, là. C'est tellement facile de détester des gens derrière son écran dans une Il y a quelqu'un qui a dit les médias sociaux, ça donne la permission, ça donne la possibilité à tout le monde de partager son opinion, mais l'opinion de tout le monde n'est pas valable. Moi, je pense que l'opinion de tout le monde n'est pas nécessairement valable. Mais moi, je pense qu'à la seconde où ça blesse, c'est pas valable. Ouais, que ça blesse, ouais, ça parce que, tu sais, moi, il y a quelqu'un qui est venu guideline sur mon podcast puis il m'a dit, toi, depuis que t'es mainstream, t'as-tu changé ton discours? Est-ce que tu te censures? Puis j'ai dit non. Je me suis promis de jamais me censurer, mais je vais toujours chercher le meilleur angle pour partager mon propos. Mm-hmm. Dans le sens où je veux pas commencer à me filtrer parce que j'étais quelqu'un sur le web. Puis mes cocos sur le web vont savoir que je vais devenir une poupée de plastique parce que là, je suis dans les médias traditionnels puis j'ai peur des gens qui vont me juger. Fait que maintenant, je réfléchis, plus avant de dire quelque chose. Parce que je veux pas blesser des gens puis là faire un esti de scandale à n'en plus finir. C'est sûr que ça me fait peur. Mais je pense que tout se dit, mais dans le respect. Ouais. Ouais. Sauf OK Boomer, ça, je pense qu'il n'y a pas de façon de le dire poliment. Puis que la Terre est plate non plus. Ça, on peut pas dire ça. C'est parce que je suis tombée là-dessus sur Facebook la semaine passée. Il y a vraiment un groupe de personnes qui pensent ça pour vrai. Oui, ça fait plusieurs années que ça existe. Je sais pas jusqu'à quel point ils sont sérieux ou c'est... un meme peut-être, mais non, honnêtement, je pense que c'est du monde sérieux. Mais je me souviens pas, c'est Laurent Paquin qui disait, t'allais sur leur page, puis il disait la société Flat Earth Society, ils ont des membres tout le tour du globe. Je sais pas si c'était une joke ou si c'était vrai que c'était sur leur page, mais c'est quand même spectaculaire. Mais on a un drôle de rapport avec la science, on a un drôle de rapport avec la non-science, avec l'impression, avec l'opinion. Je sais pas, on vit vraiment une drôle d'époque. Ça, il faut le dire, là, on vit une époque, puis... mais moi, j'ai l'impression qu'on est dans un air d'ouverture d'esprit, mais fermé. Notre esprit est ouvert, mais complètement fermé. Tu sais, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être ouvert avec tout, il faut accepter tout, mais on peut rien se dire. C'est de même que je me sens. Je pense que, comment je te dirais ça, on se réfugie beaucoup derrière la science, dans l'argumentaire. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais là, c'est de même, puis la science est contestée en elle-même. » Il y a plein de scientifiques qui vont se contredire. Sur n'importe quel sujet, là, je ne retombe pas dans les changements climatiques nécessairement, mais ça... La Terre est plate, mettons, tu sais. Mais voyons, on l'a mesuré, il y a une... Ouais, mais on tombe dans le fake news, on tombe dans un paquet on tombe dans le conspirationnisme. Moi, ça me fait capoter, le conspirationnisme, là, pas à peu près, tu sais. Ah, moi, je peux passer des nuits sans dormir. Ah oui, ça t'atteint, toi? Ben, les affaires d'Illuminati et toutes ces affaires-là, là, moi, là, c'est pas long que je commence à devenir paranoïaque. Là. Pourquoi tu lis ça? Je ne sais bien pas. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Non, mais je regarde, admettons, moi, je tombe sur YouTube, là, puis écoute, tu peux me parler, là, une soirée de temps, là, je regarde les Illuminati, je regarde, c'est quoi, les yeux, là, Guylaine, moi, c'est... Les quoi? Les yeux? Ça vient des lignes, là, pas des aliens, là, mais des... Ah, j'ai mal en ce moment. Elle est folle! Oui, je suis on va se le dire, elle est folle! Mettez-la en commentaire, je suis sûr qu'il y en a qui savent de quoi je parle, c'est des... Les reptiliens? Les reptiliens, drette ça! C'est drette ça. Regarde, moi, j'ai écouté des vidéos là-dessus, là, à pas dormir la nuit. Je sais pas. Me juger. Ben, je te juge un peu. Je te juge un peu dans le sens où... moi, je suis pas très conspirationniste, pour vrai. J'ai l'impression que toutes ces conspirations-là, c'est une excuse que des gens se trouvent pour leur médiocrité.
Je te parle pas de toi, là. Mais tu penses pas que les gens aiment ça s'inventer comme croire à des trucs aussi, tu sais? Oui. Mais on dit la même chose. Ah! On dit la même chose. Moi, je pense... moi, je suis pas très... Tu crois pas? Je crois. Oui, je crois. Je crois, mais je crois pas dans la forme que les gens... je crois pas en Dieu comme tel, mais je pense qu'il y a une énergie supérieure. Je pense que... Mais moi, je crois aux disparus. Ouais. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer qu'il y a une fin. Fait que, pour moi, ça continue, mais ailleurs. Mon image est conne en crise. Non, elle n'est pas conne. Mais Elle est j'imagine pas ma conne parce grand-mère que- assise dans un tas de nuages, un peu comme les annonces de Philadelphie en 90. Hey, Bingo, Carlis! Où elle fait partie d'une conscience plus large, puis tu sais, ton esprit, ton âme, j'ai Hey, l'impression mais j'avais que... lu ça, qu'il y avait des scientifiques, là, mais tu sais, regarde, ça se peut que ça c'est n'importe quoi, là, que le corps devenait comme un petit affaire moins lourd quand on mourait à cause que l'âme quittait le corps. Je sais pas si on mesurait ça vraiment. Écoute, c'est une question sans réponse. Ça, pour vrai, ça fait partie de la croyance. Ouais. Là. Ça fait partie du domaine de la croyance. J'ai lu beaucoup là-dessus. Moi, j'ai cherché beaucoup ça. J'ai lu beaucoup sur l'ésotérisme plus jeune. Vraiment, là, mais... vraiment des lectures. Là. J'ai lu Papus, moi, là. Le Papus qui était un espèce de pseudo-alchimiste du 19e siècle. Un gars de la société de l'Aube dorée, le Golden Dawn. Puis écoute, avec Madame Zablaski, ou je sais pas trop, je me souviens pas de son nom. Je lisais ça parce que je cherchais quelque chose. Tu cherches à un moment donné des réponses à l'au-delà, après. Ouais, il y a quelque chose de plus grand que nous, puis on... C'est tout du domaine de l'intuition. Tu sais, je ne sais pas. J'ai délaissé ces lectures-là, moi, mais pendant longtemps, je suis allé assez loin là-dedans. Puis tout ce qui était occulte m'intéressait beaucoup. Mais j'ai arrêté. Tu crois ça aux voyants, toutes ces affaires-là? Moi, je crois... moi, j'ai été témoin de certaines affaires. J'ai moi-même fait des prédictions à un moment donné assez précises pour Là, donner... on parle de plus qu'un pool de hockey, là. Je te parle plus d'un pool de hockey. Moi, en 2000... pas en 2000, en 80... Je me souviens pas de l'année 91 ou 92. Un de mes chums vient me reconduire chez nous. Puis, en arrivant dans la cour chez mes parents, je demeure chez mes parents dans le temps, puis je le regarde, puis j'ai dit... on est au mois de mai. J'ai dit, cet été, il y a 2 de nos amis qui vont mourir, puis qui vont être plus proches de toi que de moi. Mais je voulais juste te le dire. Puis là, mon chum me regarde, puis il fait comme, pourquoi tu me dis une affaire de même? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Puis j'étais pas du genre, c'était pas le genre d'affaire que je disais nécessairement. Nowhere. Vous revenez Nowhere. du resto, il Out drop of chez nowhere. vous. On revient de la balle. On jouait à balle donnée, Calvaire, à Saint-Léon. Puis il vient me mener chez mes parents. Toi, t'as ressenti le besoin de dire ça? Moi, ça a sorti tout seul. Tabarouette. Puis moi, je lui dis ça. Puis au mois d'août, Yvan est impliqué dans un accident où il y a 2 de nos amis qui meurent. Yvan étant le gars qui Le t'a gars, ramené. mon ami, est dans l'auto avec mon ami qui m'a ramené est impliqué, lui, dans un accident mortel où 2 de nos amis sont morts, 2 amis du village où il est né. Donc, il a grandi. Ils vont être plus proches de toi que de moi, mais ça va être Proche nos en amis. Christ, s'il On était jouait dans à le la même balle genre. tout ensemble, là. On jouait à la balle tout ensemble et lui, il a grandi avec eux autres. Mais moi, j'ai dit ça, je te le jure, mot à mot. Pourquoi j'ai dit ça, Yvan? Qu'est-ce que ça a changé? Ce que je sais, c'est quand cet accident-là est arrivé, c'est mon frère qui est arrivé sur les lieux de l'accident dans lequel mon ami Yvan était. Et je suis allé voir Yvan. Lui, il était à l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital 2 jours après. J'arrive chez ses parents. Avant même qu'il me voie, lui, il est assis de dos. J'entre, c'est au mois d'août. C'est l'été. J'entre dans la maison chez eux. Puis il dit, t'avais raison, le pic. Il m'appelait le pic. J'étais gros de même dans le temps. Il dit, t'avais raison, le pic. Puis là, quand il m'a dit ça, j'ai fait, moi, j'aurais pu penser à ça, là, ce que j'avais dit au mois de mai. Ouais. Là. Mais lui, quand il y a eu l'accident, ça lui est revenu, ça. Puis, écoute bien, pourquoi j'aurais dit une phrase de même? Pourquoi j'aurais dit ça? J'ai jamais dit ça à quiconque dans la vie. Je trouvais ça horrible de dire une affaire de même. Je me souviens encore du visage qu'il faisait en partant, puis il me regardait. Puis j'étais éclairé par la sentinelle chez mes parents en campagne, puis je voyais vraiment son visage incrédule. Il comprenait pas pourquoi j'avais dit une affaire de même, puis moi non plus. Puis je le regardais, puis what? Puis 2 mois après, astic, c'est ça qui est arrivé. Il y a 2 de ses amis, 2 de nos amis, plus proches de lui que de moi, qui sont décédés. Oh my God, ça t'est jamais réarrivé dans la vie. Ça m'est arrivé souvent. C'est pour ça que je te dis, dans ce temps-là, je lisais beaucoup. Je suis allé voir des voyants, même plus jeunes, qui m'ont dit des choses flyées, là. Mais
Moi, Mais c'est sûr que si tu prends pas... Là, moi, je crée ça dur comme faire. Puis je pense que si tu prends pas le temps de développer ce don-là, entre guillemets, ça va juste comme rester. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit... Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, à un moment donné, écoute, j'ai 19 ans dans le temps. Je suis même pas à l'école de l'humour. Je suis rentré à l'école de l'humour 4 ans après. Puis la première fois, je suis allé voir un voyant, puis le voyant m'avait dit un jour, tes paroles vont avoir de l'importance. Je sais pas ce que tu vas faire. Tu vas être prof. Tu vas faire des spectacles ou des affaires de même. Mais lui, il m'a dit que je serais en duo. Puis il m'a dit le nom de la personne avec qui je serais en duo. Mais lui, il n'a aucune idée c'est qui, là. Moi, c'est l'année que j'ai fait l'école de l'humour. Que le gars m'a nommé Dominique Sillon. Ah, il a dit Sillon. Il a écrit les lettres de son nom. Il a écrit S-I-L-O-N. Ah, c'est fucké. Mais personne le connaît, là. C'est Non, impossible. il n'est pas connu, là. Non. Fait que lui, il écrit... Le gars va s'appeler Dominique. S-I-L-O-N. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Puis lui, il n'a pas arrêté là-dessus. Moi, j'étais le même... What? Il vient de nommer Doom. Puis c'est 1 mois avant qu'on soit en duo. Et tu vas travailler avec lui. OK, mais toi, tu connaissais, lui. Moi, je connaissais Doom. Je venais de finir l'école de l'humour. Mais tu n'y avais pas dit à lui. J'ai lui, pas il dit a à nommé lui. le nom. Puis lui, il a nommé le nom. Il m'a écrit le nom. Moi, il y a une voyante qui a dit quelque chose à ma mère, parce que moi, j'étais vraiment, mais vraiment pauvre adolescente, là, quand il a fallu que je commence dans la vie, là, je rushais bien raide. Puis la voyante, je travaillais chez Pizza Hut dans ce temps-là. Elle a dit à ma mère, votre fille va avoir beaucoup plus de difficultés à gérer l'argent qu'elle va faire plus tard que sa pauvreté qu'elle a maintenant. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai fait, hey, plus tard, moi être riche, moi, j'ai Pizza Hut, parce que moi, je pensais que j'allais finir ma vie là. Mais c'est fou, parce que là, j'étais assis ici dans ma maison. Je suis pas riche, je suis pas pauvre. Mais c'est vrai que j'ai de la misère à gérer plus maintenant que quand j'étais pauvre. Mm-hmm. J'étais pauvre. Je comprends. Fait que j'avais pas besoin de faire de placement. J'avais pas besoin de... Je vais au jour le jour. Je travaillais dans un restaurant. Je mangeais dans le restaurant quand j'avais faim. J'avais pas moyen de me faire une épicerie. Fait que c'était comme... C'était ça la vie, tu sais. Puis là, tout d'un coup, il y a un 360 qui se fait. Faudrait que je prenne des REER. Puis c'est toutes des affaires que j'ai pas appris parce que dans la vie, j'étais persuadée de finir pauvre, raide, tu sais. Tu vois pas le jour où tu vas sortir de ça. Moi, je l'ai été, forcément. On était 9 enfants, puis mes parents n'étaient pas riches, puis tout ça. Puis c'est pas une tare d'être pauvre dans la vie, tu comprends? Tu veux pas l'être quand tu l'es, mais on se fait des souvenirs quand même. On a une vie quand même qui est là-dedans. Tu sais, moi, ça, ces personnes-là qui vont me dire des affaires. Moi, je m'étais fait dire à un moment donné je suis dans un restaurant, je te jure, là, c'est une scène de film, là. J'étais avec Nicolas, Nico, mon chum, au collège, puis... On vient de quitter un party, mais pas tard, puis on s'en va manger dans un petit resto, l'Orange, à Cap-de-la-Madeleine, qu'il y a comme l'Orange Julep qu'il y a à Montréal. Puis on est assis là-dedans, puis à un moment donné, il y a une fille dans le fond du restaurant qui part puis qui s'en vient. Puis elle s'assoit en avant de moi, elle tasse Nico, elle dit « Je peux-tu voir ta main? » Puis je fais comme « Tu veux quoi, man? » « Oui, OK. » J'ai ça 18 ou 19 ans, mettons. Puis là, elle pogne, elle lit dans les lignes de ma main. Puis elle a l'air weird, la fille. Puis je l'ai jamais vue de ma vie. Et je l'ai jamais revue surtout, tu sais. Elle lit les lignes de ma main, puis elle dit, toi, elle dit, tes paroles vont avoir de l'importance. Elle dit, tu vas devenir connu. Hey, tu t'es fait dire ça 2 fois. Mais ça, c'est la première fois. C'est la première des 2 qui m'a dit ça. Tes paroles vont avoir de l'importance. Puis mon chum Nico, à côté, il dit, hey, moi aussi, je veux qu'elle dise pas pour toi que je suis venu. Oh. Elle dit, c'est à toi que fallait que je dise ça. Puis là, je vais chercher... va me commander un cheese au comptoir. Je vais chercher mon cheese au comptoir, je reviens, puis elle n'est plus là. Puis je fais comme fuck, elle est où cette fille-là? Puis je l'ai jamais revue. Puis Trois-Rivières, c'est grand, mais c'est pas grand en même temps, là. On restait là dans le temps, puis on allait à l'école là, puis c'est des lieux qu'on fréquentait. Je l'avais jamais vue là, et je l'ai jamais revue là. Puis 3 ou 4 ans après, je me fais dire la même phrase par ce gars-là qui me sort le nom, puis tout ça. Fait que, tu sais, y a-tu quelque chose? Moi, je pense que oui. Je pense que c'était tracé, là, clairement. Je pense qu'il y a un destin. Je pense qu'il y a quelque chose de tracé, puis il y a quelque chose de... Mais je sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est un hasard. Moi, je trouve ça élevé que quelqu'un... Moi, ce que j'ai dit à Yvan par rapport à Stéphane puis Martin, je suis resté marqué de ça, puis je suis resté... ça m'a... je voyais de certaines affaires à un moment donné, puis j'ai arrêté. Quand je te disais que j'étais loin dans les sciences occultes, puis dans la lecture de ces choses-là, puis dans l'expérimentation de ces affaires-là, à un moment donné, j'ai revu quelqu'un qui m'a dit « Tu as peut-être un don de voyance que tu pourrais développer. » J'ai oublié ça. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Je ne suis jamais retourné non plus, puis je pense pas que je vais retourner là-dedans. Puis j'ai pas eu peur de... Je suis juste, à un moment donné... j'ai fait comme, je vais vivre ma vie, tu sais, puis on verra. Puis, c'est quand même pesant, là. Moi, je veux dire, je pense que oui. La tante à mon ex qui est décédée aujourd'hui, puis moi, ça fait des années que je les ai pas vus, fait que je m'avance en disant que je pense que moi, ça a un lien, là. Elle, quand les gens venaient chez elle, c'était comme une éponge, ils laissaient tout
leur mauvaise énergie chez Ouais. elles, puis leur défunt aussi. Parce qu'elle, elle voyait. Ah, c'est... Depuis qu'elle est jeune, elle voit. Il a fallu qu'elle fasse exorciser sa maison, les portes de la cuisine claquaient tout seul, le bordel. Là. Elle dit, je pouvais même plus coucher avec mon chum parce qu'il y en avait dans la chambre qui nous regardait. Là. Tu sais, comme c'était rendu là. Fait que moi, je suis persuadée. Je suis désolée si ça n'a aucun lien. Là. Je m'avance. Là, puis On peut faire un montage. Oui, peut-être que sa famille vont regarder, mais moi, je pense que ça détruit par en dedans ce genre de pouvoir-là surnaturel. Moi, Mais- j'ai vu un monsieur, c'était un ramancheur quand j'étais petit, là. Un quoi? Un ramancheur, un guérisseur. OK. Le gars, il avait ce don-là. Puis lui, il avait un petit job bien ordinaire. Il vivait avec sa femme d'une petite maison bien ordinaire à la campagne d'où je viens. Puis aussitôt qu'il faisait ça, l'ordre des médecins se mettait après lui. Lui, l'ordre des médecins, d'aller voir, tu as pratiqué la médecine, tu n'as pas le droit, puis il y a une amende. Puis à un moment donné, 100$ d'amende, puis il n'y a pas ces moyens-là. Là. Puis tu peux pas payer des amendes. Puis lui, ce monsieur-là, je l'ai toujours vu avec ayant un don, mais étant malheureux de ça. Parce qu'il dit, moi, je suis capable de guérir, je te donne la main, puis je sais ce qui va pas. Puis tout ce qui est des problèmes d'articulation, mon père, on allait le voir, là, je m'étais foulé le... T'as-tu déjà foulé le pouce, cette jointure-là, puis celle-là? Non, je bouge pas beaucoup, moi. Un ballon de basket, mettons, qui m'avait... Ah, ouais, je piqué. comprends. J'avais le pouce gros de même, puis lui est arrivé, puis manipulation, top. Mon pouce a désenflé devant ses yeux, là. Puis je suis sorti de là, j'étais de même, là. Je fais, voyons. Puis mon père, mon Dieu, comment je te dois, puis ben, tu me dois rien, là. Puis mon père, il donnait un petit aumône, puis il n'avait pas le droit de faire ça, tu sais. Mais il y avait un don. Et je suis pas fou, je l'ai vu, il l'a guéri, mon pouce, tu comprends-tu? Je ferais pas une cabale, je n'irais pas en cours pour ça, là. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont certains dons. Puis dans ces années-là, il se faisait brûler, puis c'était des... Tu sais, là, non. pas dans votre temps, mais dans les années avant votre temps. 7-8 ans avant moi, mettons. 7-8 ans. Non, mais tu comprends, je faisais dans le temps, là. Mettons, les lesbiennes, c'était des sorcières. Les voyantes, c'était des sorcières. Tout le monde qui était différent, c'était des sorcières. Là. Ton guérisseur, il aurait passé sur le bûcher, là. Ouais. C'est clair. Ouais, il était une époque où ça s'expliquait pas. Puis Ton temps, le monde des se faisait ramancheurs. brûler. Belle conne. Il y Hey, en ça avait. fait combien de temps qu'on est là? Ah, tabarnak. C'est pas grave, ça te dérange-tu? Mais non. OK, c'est parfait. Parce que moi, je veux revenir sur le fait que tu dis que ta parole a de l'importance, qu'il y a 2 personnes qui t'ont dit ça. Ouais. Parce que moi, dans la dernière année, moi, je sais pas si ça te fait ça, mais quand je vais sur scène, moi, je suis inconsciente. Genre, c'est comme si mon conscient restait en coulisses. Je fais mon spectacle, comme tu m'enseignais à le faire, puis après ça, je retourne en coulisses, puis boum, je rentre dans mon corps. Puis je me rappelle, à la Maison de la culture de Gatineau, je pense, c'est quasiment 1000 places. Il y a 2 balcons, puis pendant une tourne, le monde allume leur sel, fait que ça faisait comme un plafond étoilé, tu sais. Puis je suis revenue dans mon corps pendant la tourne, c'était pas trop stable. Je suis ressortie des coulisses, j'ai rentré dans mon corps. Puis là, j'ai réalisé qu'on était 1000, puis qu'il y avait une personne qui pouvait parler, puis c'était moi. Puis là, j'ai vraiment pas bien filé. Genre, honnêtement, je pensais wiper, là. Genre, j'étais tellement dans mon corps, j'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes parce que c'était trop, tu sais. Toi, quand t'es sur scène, tu trouves pas ça weird que tout le monde se tait, mais c'est toi et Doom que le monde écoute? C'est weird, mais c'est la convention. Tu deviens le truchement de ton talent. Tu deviens le canal par lequel ton talent passe. Puis ton talent, nous autres, c'est faire rire, puis c'est d'avoir du timing, puis c'est d'avoir... Puis on a monté une routine, puis tout ça, puis ça fait partie de la responsabilité que tu prends comme artiste quand tu embarques sur une scène, puis que ta parole a de l'importance. Pour le moment, je te dis pas que ma parole a de l'importance dans la vie des gens. Moi, je vais faire rire. J'ai compris ce que je faisais le 12 septembre 2001. Ça a pris du temps, pareil, là. Ça m'a pris du temps. Ça faisait une dizaine d'années que je faisais ce métier-là, puis je comprenais pas encore. Moi, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur parce que je venais d'une famille de 9, puis c'était pas digne, quand t'es pauvre, puis d'une famille de 9, de voir ton nom sur la marquise du Théâtre Saint-Denis. Il y a comme un clash, c'est comme trop loin de ta réalité, puis tu l'admets pas, puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais sans me le demander? Je me suis rendu compte, le 12 septembre, le lendemain du 11 septembre, qu'est-ce que je faisais? Mon show de télé, dans le temps, on faisait un sitcom, moi puis Dominique, puis c'est le seul show qui n'avait pas été déprogrammé à cause des événements du 11 septembre. Fait que tout était en programmation spéciale, mais à TQS, ce soir-là, à 7h, ils ont dit on ne change rien. Fait que c'était Fun Noir, puis c'était nous autres qui n'avaient pas bougé. Sinon, toute une grille remaniée momentanément par des émissions d'actualité, puis que là, tout le monde... Puis moi... Mais ça prenait ça. Ouais, mais moi, là, le show part. Je me souviens pas c'était l'épisode de quoi, parce que moi, je suis incapable de me regarder. Je me suis jamais regardé à la Tu regardes télé. même pas tes entrevues? Non.
Et tabarouette, moi, je m'over-analyse, là. Non, moi, je suis pas capable de faire ça. Et je me déteste tellement. J'haïs mon teint de voix, j'haïs ma face. J'ai pas beaucoup d'estime de moi dans la vie, là, mais c'est correct, c'est ma vie. Je suis habitué à ça, autrement dit. Et donc, moi, le 12 septembre, je vois que notre show commence. Je suis comme, OK, ça m'a hypnotisé parce que c'était la seule affaire qui parlait pas de ça. Fait que là, j'ai laissé ça là. Puis j'étais tout seul, là. J'avais pas de blonde, j'avais pas d'enfant, rien. Puis j'ai mis le son pas fort. Puis j'ai écouté. Parce que j'ai mis le son parce que ma voix m'énerve. Fait que là, j'ai mis le son pas fort. Fait que là, j'ai été happé par notre sitcom. Pas que je me trouvais bon, c'était juste différent. Puis quand ça a fini, puis que je suis retourné dans la programmation spéciale le 11 septembre, ça n'a pas de sens, puis là, les Américains, puis il faut se rappeler, quand ça venait d'arriver, c'était pas clair comme c'est clair aujourd'hui, là. C'était le big picture, t'as pas fait encore pour me dire une affaire, ça spinait, là. Puis t'avais plein de... c'était le bordel total. Fait que moi, j'ai fait... Oh, je suis retourné comme dans le cohue. Puis j'ai fait comme, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Pendant une demi-heure, 1h30, 2 heures quand je suis en show de stage, puis qu'il y a du monde qui me dit « Ah, tu m'as tellement fait de bien, là! » Puis je comprenais pas pourquoi. Ben ouais, on a ri, mais je me rends compte que je peux sortir du monde de la cohue, dont moi-même, ce soir-là. C'est pour ça que ma parole avait de l'importance. Elle peut te sortir de la cohue pendant une demi-heure, puis tu y retournes après. Mais ce petit moment-là de répit que tu as vécu à Gatineau, que tu vis à chaque fois que tu montes sur la scène, tu as ce pouvoir-là. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais pris à la légère les gens qui me disent « Tu me fais oublier mon présent. » C'est pas banal. Puis pourtant, je l'avais vécu avant, là, je l'avais vu. Là. Je suis allé voir des shows, moi aussi, qui me sortaient complètement de la réalité, puis tu reviens après ça. Mais quand quelqu'un me confie ça maintenant, je le reçois précieusement. Tu m'as fait du bien, là. T'as pas idée. Wow. Puis je fais comme, j'ai un petit peu idée, mais je suis content que tu me le dises. Et je suis content que ça t'ait fait ça. Vraiment. Parce que la vie n'est pas toujours simple. Parce qu'on perd du monde, on est malade, on file pas, on se chicane. Il y a 1000 raisons pourquoi on voudrait s'extirper du présent. Puis quand on le fait, quand on fait un show, c'est ça qu'on fait au monde. Puis c'est pas rien, là. Merci. C'est pas rien, Roxane. Ça me fait du bien que tu dises ça parce que des fois, je comprends pas. Mais tu sais, ça fait 2 fois. La première fois qu'on a travaillé ensemble, tu m'as expliqué la démarche que les gens faisaient pour venir voir un spectacle. Tu m'as fait prendre conscience de comment j'étais privilégiée. Puis ça fait partie de mes remerciements aujourd'hui. À la fin de chaque spectacle, je remercie la démarche des gens. Les soupers au restaurant, la garderie, les beaux vêtements, le prix des billets. Le courir, tout ça, je remercie ça à la fin. Puis là, on dirait que pendant 1 an, je cherchais C'est fou, tu viens de répondre à une de mes questions existentielles. Je reviens quand tu veux. Ah ouais? Ben, OK. Tu me mets ça sur la caméra du centre. Là, je vais t'expliquer de quoi. Mon concept, à la fin, c'est juste un drop de mic, OK? Fait que je vais dire ma célèbre phrase. Hey, si jamais t'as aimé ça, laisse-moi un pouce. Écoute, t'as-tu quelque chose que tu veux plugger? Je veux rien plugger, sinon soyez heureux, Colin. Ouais, c'est ça, je pensais. Pas besoin de mots pour vivre, lui. OK. Fait que, laissez-moi un petit commentaire de qui vous aimeriez voir sur le podcast. Sérieux, ça m'a vraiment fait plaisir que tu me dises oui. Je t'aime beaucoup, Roxane. Moi aussi, je t'aime. Merci d'être venu. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est on va dire bye, puis on va juste drop the mic sur nous. OK. OK, c'est bon? OK, bon, ben, bye-bye tout le monde! Ciao! J'ai vu Martin Cloutier sur mon podcast. Hey, je suis allé au podcast de Roxane Bruno.